Si on prend par exemple les grosses crises dont le Covid, où la supply chain mondiale s'est un peu effondrée, on se rend compte qu'en fait, avoir des moyens de production locale, en fait, ça nous rend beaucoup plus résilients. Il y a un enjeu capital en fait pour le futur dans tout ça, et voilà, moi ça me plaît d'y participer. Et donc là, on arrive à un moment où on frôle la faillite vers le mois de mars. Alors là, on arrête de se payer à ce moment-là parce il y a 6 000 € sur le compte. Donc là, il y a quand même 5 employés en plus. Là, okay. Non, on est vraiment très très proche d'être foutu. On accueille Maxime Gravet qui est DJ pour les mariages. Voilà. Entrepreneur depuis vraiment très longtemps. Fallait pas me le dire juste avant que tu avais fait DJ pour des mariages. Donc t'inquiète que ça tombera. Enfin non, commençons par ça. Oui, ok. Non mais blague à part. Avant toute chose, Max, du coup, t'es cofondateur de Mechanica. Oui. T'es CTO, donc Chief Technology Officer, ingénieur de formation. Et je vais te proposer de te présenter Mechanica. C'est un sujet un peu plus peut-être un peu plus geek, un peu plus technique. On va parler de hardware, de matériel physique. Et j'aimerais du coup que tu puisses déjà décomplexifier ça à l'entrée de l'épisode. Je me présente moi ou Mechanica? D'abord toi, je te propose, et puis de faire une petite suite avec Mechanica. Ok, ça marche. Donc oui, je m'appelle Maxime Gravet, j'ai 35 ans, je suis l'heureux papa d'une petite fille de 6 mois, donc ça c'est tout récent aussi, et je suis ingénieur en mécatronique, donc c'est un mot un peu compliqué pour juste expliquer le fait qu'on fait de la mécanique avec de l'électronique et de l'informatique, un peu tout ça embarqué ensemble, donc c'est des ingénieurs qui conçoivent des systèmes, on va dire, intelligents, donc robots ou dans les chaînes de production, ce genre de choses. Et du coup, on va dire entrepreneur, parce que c'est vrai que j'ai jamais vraiment été employé de toute ma carrière, juste un tout petit peu au début. Et de manière globale, je pense que je me décrirais quand même comme quelqu'un de très curieux et un peu touche à tout. Donc, au-delà de ma casquette très technique, qui adore les machines et le côté un peu geek, j'aime quand même beaucoup toucher à des domaines un peu plus créatifs et parfois sortir de ma zone de confort, donc ça je fais encore bien. Et voilà, je suis un grand passionné de musique, pour rebondir ce que tu viens de dire. Et voilà, ça a débordé des fois sur d'autres projets professionnels, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, donc, c'est que j'ai créé Mechanica il y a effectivement environ 6 ans avec 2 amis à moi. Et voilà, c'est ce qui m'occupe à plein temps encore aujourd'hui et qui m'amuse tous les jours. Donc Mechanica, en 2 mots, c'est donc une entreprise bruxelloise qui conçoit et fabrique des machines, de l'outillage, qui est destiné à un peu tout le monde. En fait, l'idée, c'est pas seulement de les mettre dans les mains de personnes très techniques, c'est aussi de les rendre plus accessibles, que ce soit en termes de prix, mais aussi en termes d'ergonomie, d'utilisation, et aussi de savoir, de connaissances. Donc, comment est-ce qu'on utilise une machine? Il faut aussi beaucoup de tutoriels. Et donc, l'idée derrière tout ça, c'est en fait simplement démocratiser les outils de production. Donc, c'est ramener de manière plus locale des moyens de production, que ce soit en ville ou ailleurs, mais de dire, voilà, on a des communautés qui peuvent en fait tout à coup reproduire des objets ici, des objets qui ont plus de sens, qui soient plus adaptés aussi aux besoins locaux. Et donc... T'as des exemples de machines? Ouais, donc justement je sais que il y a 2 types de machines que vous produisez, tout à fait. Les fraises CNC et les presses sérigraphie. Tout à fait, oui. Explique peut-être aussi ce que c'est, donc une fraiseuse CNC. Alors, une fraiseuse numérique, donc CNC, c'est un acronyme pour dire machine qui est pilotée par un ordinateur. C'est une machine qui fait de la... Donc en fait, je vais prendre l'exemple de l'imprimante 3D que tout le monde connaît bien. Donc là, en fait, pour créer un volume, on a un filament chaud qui va se déplacer en 3 dimensions, couche par couche, et qui va en fait créer l'objet en 3D. Là, ici, on est sur une technologie qu'on appelle additive. La fraiseuse numérique, c'est une technologie de fabrication soustractive. Donc on a un outil qui tourne et qui va en fait défoncer la matière en 3 dimensions. Donc là, on va mettre un bloc brut de métal, de plastique, de bois. Et en fait, cette machine va défoncer la matière petit à petit et creuser la matière en 3 dimensions. Donc les gros avantages, c'est beaucoup plus rapide que d'ajouter la matière. La soustraire, ça va plus vite. On a le choix de la matière aussi. C'est pas comme l'impression 3D où en fait on est souvent limité au plastique. Donc c'est une machine très très versatile qui permet de faire énormément de choses. Du mobilier, des semelles orthopédiques, fraiser des glaçons, c'est un exemple marrant qu'on a dans nos clients. Donc des glaçons. Ouais. Donc là la machine elle tourne dans une chambre froide, pardon. Et donc ils font ça pour l'événementiel. Donc ils ont des sculptures en glace ou des glaçons brandés. C'est assez marrant.
Et donc ça c'est pour l'une. Et pour la deuxième, en fait, c'est une presse à sérigraphie. C'est simplement une machine qui permet d'imprimer des logos sur tout type de support. Là, en l'occurrence, la nôtre, elle est très adaptée pour faire du textile, donc des t-shirts, etc. Mais voilà, la sérigraphie, ça permet d'imprimer sur du bois, du verre, du métal, n'importe quoi. Donc c'est un processus qui est très très fun, complètement analogique cette fois-ci. Il y a pas d'ordinateur. C'est un cadre, une raclée, de l'encre et on utilise ses mains et voilà. Ok, merci pour l'intro, c'est très clair. Je me pose la question liée à ton intro où tu expliques que l'objectif, la mission, c'est de pouvoir permettre finalement un peu à quiconque de pouvoir se réapproprier la création. D'où est née cette mission, cette vision, la volonté de vouloir justement rendre ça accessible? Elle vient d'une expérience personnelle, en fait, entrepreneuriale qu'on a eue. C'est une longue histoire. Hein. Vas-y, on a le temps, on a 2 heures, là. T'inquiète. En gros, ça date avant Mechanica, j'ai lancé un studio de design et d'ingénierie avec Martin Duchesne. Donc, on était à 2. Lui est designer industriel de formation. Et ça, c'était en 2000... J'ai peur de dire une bêtise. 2014, 2015 ? Ouais, dans ces eaux-là. Et là, en fait, c'était de un, simplement, on s'entend très bien, et puis on avait envie de faire un merge un peu de nos capacités, nos connaissances techniques, et aussi lui qui avait un côté beaucoup plus produit, ergonomie, utilisateur, de par son background. Et donc on s'est dit, ok, on va lancer ça, et on va se mettre à faire de l'idéation et aussi du prototypage pour des gens qui ont des idées mais qui savent pas comment les matérialiser. Donc on avait toutes sortes de clients, que ce soit des entrepreneurs, des artistes, des gens qui venaient avec un besoin, qui disaient, voilà, moi je veux faire ça. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que vous avez des idées? On dit ok, on proposait plusieurs idées, on en finissait par en choisir une. Studio Léonard, c'est ça? Studio Léonard, oui, c'est vrai que j'ai pas mentionné le nom. Okay, tout à fait. Ouais, je vois quand même 4 ans, ce projet-là. Oui, ça a pris un petit peu de temps. On s'est beaucoup amusé. Je crois qu'on existe toujours sur Facebook d'ailleurs. Okay, je vais aller voir des photos. Ok. Et en fait, le premier problème auquel on s'est confronté, donc là on parle d'une époque où il n'y a pas encore beaucoup d'ateliers partagés avec des machines à disposition à Bruxelles. Maintenant c'est un sujet assez avec des Fab Labs et... trendy, voilà, c'est ça. Il y a des Fab Labs, on peut aller utiliser justement des fraises numériques un peu à gauche et à droite en étant simplement membre. Là, on est plutôt à une époque où on est à 2 dans notre garage. On avait vraiment littéralement loué un garage, un peu cliché, mais à l'américaine, quoi, comme dans les films. On avait vraiment pas une thune, qu'on avait un peu retapé, et une petite toilette et une petite terrasse, et puis voilà. C'était vraiment à l'arrière d'une cour dans une maison rue du Croissant à Forêt. Ah ok, ouais, je vois bien. Voilà. Et donc là, en fait, on commence à avoir des projets, mais des petits projets. Et dès qu'on veut se lancer sur des projets un peu plus gros, où en fait on doit prototyper des choses plus compliquées, on se heurte un peu à un mur, c'est qu'on n'a pas les outils, on n'a pas les machines qui permettent de vraiment prototyper les choses et d'aller au bout du projet. Et donc souvent, on s'arrête à une phase un peu plus tôt que ce qu'on voudrait. Et donc très vite, on se lance dans la conception nous-mêmes d'une fraiseuse numérique. Parce que ça nous amusait, on avait envie de se frotter au challenge, et puis voilà, on avait envie d'apprendre, et puis ça coûtait moins cher, tout simplement, de le faire nous-mêmes que de l'acheter. Et donc voilà, ça a été une longue épopée, parce que la première machine de fraisage numérique qu'on a faite, elle était pas incroyable. Et comment vous l'avez construite? Qu'est-ce que... C'est quoi, tuto Ouais, mais donc et ça, c'est là aussi où il y a un peu la genèse de pourquoi l'open source et le repartage de connaissances, c'est qu'en fait, on a été s'inspirer d'énormément de choses en ligne. Beaucoup de gens qui discutent sur des forums, qui parlent de galères qu'ils ont eues, donc tu répètes pas les mêmes galères, tu fais plus vite des meilleurs choix, en fait, dans la conception de ta machine. Et donc voilà, petit à petit, on a construit cette fraiseuse. Mais donc, concrètement, c'est que tu vas aller prendre des pièces brutes. Là, c'était littéralement sur eBay. On avait été acheter des vis à billes, des vis sans fin qui permettent de faire bouger le portique de la machine. On a contacté quelqu'un qui pouvait nous fraiser de l'aluminium pour faire les grosses plaques de connexion qui permettent de d'assembler. D'assembler, tu veux dire les différentes parties de la fraiseuse. Ouais. Et puis après, c'était de la conception sur nos ordinateurs. Ok, donc c'est-à-dire que il y a des pièces que tu vas aller créer et même toi-même concevoir, dessiner, ensuite découper. Ouais, tout à fait. D'autres éléments, j'imagine, qui sont des vis et des plaques, mais c'est ça, tu la design de A à Z. Ouais, c'est ça. Voilà. On choisit exactement ce qu'on met dessus, la taille qu'elle fait, les performances qu'elle va avoir, l'électronique, qu'est-ce qu'on met, quelle puissance. Voilà. Donc là, on a un beau mélange design-ingénierie, on s'amuse bien. Ça a duré combien de temps pour avoir la... ça a mis un bon 6 mois. Hein. Ok. Ouais. Et donc ça, c'est un moment où on est aussi à mi-temps sur ce projet-là. Et donc, à côté de ça, on a tous les deux un petit boulot pour gagner de l'argent. Okay.
Et donc, attends, parce que là j'ai perdu le fil. Tu expliquais comment tu l'as construit, la machine. Oui, c'est ça. Et donc en fait, tout à coup, on a une fraiseuse numérique, et tout à coup, on peut fraiser des objets beaucoup plus complexes. Et c'est là où en fait, il y a un franc qui tombe. En fait, on se rend compte à quel point ça a vraiment changé ce qu'on a pu commencer à accepter comme contrat pour Léonard. On a fait des plus gros contrats, plus chouettes aussi, des projets où on aboutissait à des projets beaucoup plus finis, enfin des objets qui étaient un peu plus finis aussi. Et là, on s'est dit, mais en fait, c'est ça qu'il faut faire. On va lancer une marque d'outils et de machines modulaires pour permettre justement à des gens de lancer un business ou de démarrer une entreprise autour d'une idée. J'aimerais bien que tu définisses aussi ce qu'on entend par open source. Donc c'est souvent connu dans le monde du logiciel, tu vois, avec un code open source qui est du coup libre de droit, dont personne n'est propriétaire, tout à fait, sur lequel tout le monde peut faire des ajouts. On a WordPress typiquement, qui est en mode open source. Il y a Linux, l'OS aussi. Et donc là, ce que je comprends bien, c'est que la genèse aussi de Mechanica, c'est de faire du coup du hardware, donc vos machines, mais aussi en mode open source. C'est ça. Et qu'est-ce que ça veut dire dans ce monde-là ? Ben donc en fait, l'open hardware, c'est un peu donc l'open source qui est côté objet. Donc en fait, comment est-ce qu'on ouvre un objet ? Ben en fait, on ouvre les plans de fabrication, on documente, on dit ok, bon ben comment est-ce que ça s'assemble ? L'objet, il est composé de combien de parties ? Là, je parle dans un micro. Bon, ben voilà, il a un pied, il y a des vis dessus, il y a toutes sortes d'éléments et de composants. Faire le détail de tout ça avec toutes les spécifications précises. Partager un modèle 3D, des plans d'assemblage, et puis en fait rendre tout ça, documenter tous les process en fait. Puisqu'effectivement, le code c'est facile. En fait, l'open source du logiciel, on partage du fichier texte. C'est hyper simple, on peut l'éditer, et puis en fait du coup, ça rend les choses faciles. Là ici, un objet. Pour partager un objet vraiment à fond, il faut partager beaucoup d'informations. Ok. Mais donc c'est ça c'est le moment. Ce que je te disais, c'est de se rendre compte que on n'avait pas réinventé la roue en faisant cette machine, et en fait on estimait que c'était une chouette philosophie, une chouette manière de mettre le pied là-dedans, de se dire en fait nous ce qu'on aimerait démarrer comme marque, ce serait une marque autour de l'outil open source quoi. Ok. Je fais une pause là-dessus. Une question que je pose souvent, que j'ai pas encore posée aujourd'hui. Pour comprendre un peu tout ce que tu vas nous raconter, la personne qui était aujourd'hui, est-ce qu'il y a un élément de ton enfance ou ton passé qui serait utile qu'on sache, à part le fait que tu animais des mariages en tant que DJ? Ça va revenir plusieurs fois pendant l'interview. Et à un moment, il y aura un moment, 20 minutes, je pense, on va creuser ça. Quoi. Okay. Non, mais on va parler de la partie musique, je sais aussi que c'est important pour toi. De Papillux Sound System. Oui, tout à fait, oui, entre autres. Non, mais enfant, je pense que très très vite, j'ai quand même eu une grosse affinité avec ce qui était scientifique. Clairement, j'ai un papa qui aime beaucoup la hi-fi et beaucoup aussi un peu la technique. Il est ingénieur aussi. Il y a quand même une longue tradition d'ingénieur dans la famille. Du coup, il y a eu un petit peu un côté poussé vers ce... Enfin, j'étais content de le faire évidemment, mais voilà, il y a une legacy. Et oui, clairement, jeune, j'ai un peu bidouillé des enceintes avec lui. On a, je me souviens une fois, il m'a passé un bouquin sur les haut-parleurs, la technique des haut-parleurs. C'est un bouquin que j'ai lu beaucoup de fois qui m'a quand même fasciné. Donc j'ai assez vite eu ce côté, aimer la technique, mais la technique appliquée aux objets. Et donc voilà, je pense que le choix a été relativement simple quand j'ai commencé mes études. Mais ce qui était plus dur, c'est la sortie des études. Là, j'ai eu plus difficile à voir clair sur ce que je voulais faire avec ce background d'ingénieur, en fait. Oui, parce que, donc pour le contexte aussi, donc Martin Duchesne que tu cites, du coup, je l'ai reçu aussi dans l'épisode 24, avec Charlotte, où ils ont parlé de leur projet Studio Biscuit, qui est plus de l'art plastique. Tout à fait, et donc moi, je lui ai évidemment envoyé quelques messages pour un peu savoir des sujets qui seraient utiles d'aborder. Et un message, un élément qu'il avait partagé, c'est que qu'est-ce qui fait que tu t'es retrouvé finalement dans à te lancer en tant qu'entrepreneur dès le début, alors que tu avais, il me disait, plus une carrière toute tracée potentiellement en tant qu'ingénieur. Oui, tout à fait. Ouais, parce que donc c'était une ambition. Enfin, quand tu étais étudiant, tu pensais à quoi ? Mais justement, je pensais pas à grand chose. Okay. Je me suis un peu lancé là-dedans et puis j'ai avancé et puis voilà, ça s'est terminé et tout à coup, il y a eu un peu un petit vide. Okay. Vraiment, j'avais pas suffisamment anticipé, je pense, ce moment-là, très honnêtement. Sur la fin de mes études, en gros pendant mes études d'ingénieur, parce que j'ai fait ça à l'ULB. L'ULB, c'est une université quand même très théorique. Donc le début, c'est beaucoup de maths, c'est très analytique. Mais à un moment donné, pendant tes études, tu peux vraiment choisir de faire des projets très appliqués.
ce que j'ai fait, donc moi en master, j'ai participé à l'éco-marathon. Donc ça, c'est une compétition où il faut concevoir un véhicule qui est le plus efficient en termes d'énergie, mais vraiment et le conduire et faire une course. Efficient, c'est en gros utiliser le moins d'intrants possible pour le plus exactement, possible. Faire aller le plus loin possible. C'est une course de longueur, c'est pas une course de vitesse. Et donc le but, c'est d'aller le plus loin possible. Avec la même source d'énergie initiale. Et tout le monde a la même source d'énergie, exactement. Ça, j'ai beaucoup aimé. Et mon master, c'était aussi hyper appliqué. C'était la conception de robots autonomes. Et donc on les a fait aussi entièrement. Et j'ai pu faire le code de tout ça. Et donc à la sortie des études, moi j'avais envie de retrouver ce truc-là. J'avais envie de mettre les mains dans le cambouis, j'avais pas du tout envie de me retrouver dans un bureau d'études en tant qu'ingénieur. Et donc quand je recevais des appels de chasseurs de tête qui avaient le CV à la sortie des études et que je leur disais moi si je peux avoir un mi-temps c'est cool parce qu'en fait j'aimerais bien faire autre chose sur le côté, on me riait au nez quoi. On me disait ingénieur junior mi-temps, non ça existe pas ça, tu peux être recouché. Et donc, ce que j'essayais de faire, c'était, j'ai ouvert des pistes. J'ai notamment postulé chez Dragon, ceux qui font les spectacles du Cirque du Soleil. Ah oui, ok. Pour ingénieur mécatronique, pour mettre sur pied tout. Franco Dragon, donc. Oui, c'est ça. Toute la mécatronique du système de spectacle. Enfin, tout ce qu'on peut imaginer. Répondu. Oui. Ça, on a discuté à un moment donné, mais ça a pas abouti, malheureusement. Et donc, là, il y a un petit aparté à ce moment-là, c'est qu'en fait, je suis parti vivre en Chine. Ça a été ma seule vraie expérience en tant qu'ingénieur classique, je vais dire. J'ai travaillé là-bas pendant 6 mois en tant qu'ingénieur en automatisation sur une chaîne d'assemblage de connecteurs électroniques et de câbles. Et c'était une expérience humaine géniale. J'ai appris plein de trucs de travailler en Chine. Moi aussi, ça m'a fait du bien de sortir un peu de la Belgique après les études. C'était vraiment génial. T'as appris quoi, genre? Déjà, ça parlait pas spécialement anglais, donc j'ai dû apprendre un peu de chinois. J'ai dû apprendre à communiquer de manière très très non verbale, on va dire, pour me faire comprendre, et aussi à travailler dans une autre culture comme ça, avec de lever le drapeau le lundi matin, des réunions très très différentes que ce qu'on connaît en termes de réunions. Et de rythme de travail, c'était intéressant. Et mes collègues étaient adorables, tout le monde faisait un effort énorme pour m'intégrer. Et t'es resté combien de temps? Un peu moins de 6 mois, ouais. Et puis le reste du temps, j'ai un peu profité à Shanghai. Et c'est là aussi que j'ai rencontré ma compagne, avec qui je suis toujours, d'ailleurs. Donc voilà, la chaîne, c'était un épisode assez important dans ma vie, mais qui a un petit peu rien à voir. C'est juste que je suis revenu de Chine en me disant, c'était très chouette tout ça, mais j'ai pas du tout envie de revivre ce travail de bureau que j'ai fait, où j'étais dans un département R&D et je réfléchissais à comment automatiser les chaînes manuelles d'assemblage des connecteurs. Et c'est là que t'as appelé Martin. Et c'est là que j'ai dit, Marthe, il faut faire un truc. Non, là, c'est l'année où j'ai lancé un peu 3 projets en parallèle. Et donc, il y a eu Studio Léonard, il y a Home, avec Raoul et Nico. Épisode 10 aussi, que vous pouvez découvrir. Tu as interviewé, oui, tout à fait. Nico, épisode 10, Martin, tout est lié. Hein. Oui, un petit monde Bruxelles. C'est ça. Donc Home, c'est une ASBL dont le but est de finalement faire vivre l'art et les sciences, connecter l'art et les sciences, donc avec des expositions qui vont parler des arts à travers la science ou quelquefois de la science à travers les arts, et les deux en même temps. Ouais, tout à fait. Ouais. Ils ont plusieurs pôles. Ils travaillent aussi au niveau académique, ils vont faire de la production, ils vont faire aussi de la recherche. Et donc, tout à fait. Et donc du coup, moi, je suis arrivé vraiment au stade embryonnaire. Là, maintenant, je suis plus du tout dans Home. J'ai plutôt un statut, on va dire, officieux de président d'ASBL. On est tous les deux. Tu es aussi dans l'ASBL. On est tous les deux dans le conseil d'administration de Home. On a complètement le pouvoir sur eux. J'espère que quand ils entendront cet épisode, ils se marreront bien. Qu'ils fassent attention. Qu'ils fassent attention, ouais. Parce que là, on n'est pas sur leur dos, mais ça va changer. Et donc tout ça pour dire que j'ai participé au début de l'aventure. Après eux là ils font des trucs incroyables et je suis plus du tout dans l'opérationnel du projet, mais il y a eu ça, et il y a eu aussi du coup un projet entrepreneurial avec mon papa de software. Et c'est ça qui m'a permis de gagner un peu ma croûte aussi pendant les premières années où Léonard gagnait pas encore énormément, ramenait pas énormément d'argent. Très bien, c'est clair. Donc ça a été un peu bizarre en termes de timing, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont lancées en parallèle, et je suis passé de je sais pas trop quoi faire à je suis très très occupé. Donc c'est un peu comme ça que ça s'est déroulé. Ouais. Juste avant de continuer, je prends 30 secondes pour te parler de Yago, mon courtier d'assurance que je recommande depuis des années à tous les entrepreneurs que j'accompagne. Alors déjà, c'est quoi un courtier ? C'est simple. Au lieu de te débrouiller tout seul face aux compagnies d'assurance, eux, ils connaissent le marché par cœur et vont chercher pour toi les meilleures couvertures au meilleur prix. Et Yago, c'est spécialement pour les PME et les indépendants. Ils analysent tes contrats, virent les couvertures inutiles, négocient de meilleurs tarifs et t'expliquent tout sans blabla.
Ils ont une plateforme pour tout gérer en ligne, fini les allers-retours par mail et la paperasse par la poste. Et si t'as un sinistre, leurs juristes sont là pour t'épauler. RC Pro, plan de pension, couverture d'équipe, ils gèrent tout ça proprement. Bref, tu te concentres sur ton business, Yago s'occupe de tes assurances. Donc si tu veux y voir plus clair, va sur yago.be, yago.be. Et maintenant, retour à l'épisode. Très bien. Si on se replonge maintenant dans Mechanica, avant même de... Enfin moi, ce qui m'intéresserait de comprendre, c'est aussi qui utilise vos produits maintenant. On retracera le fil, mais là j'ai envie aussi de me plonger là-dedans. Et aussi pour que ce soit peut-être clair pour ceux et celles qui nous écoutent, il y a peut-être une certaine connivence, parce que du coup Max et moi, en effet, je ne l'ai pas dit, mais on se connaît. Oui, ça s'entend peut-être. Oui, ça s'entend peut-être, et donc du coup autant le dire. Pote, mais on se connaît pas tant que ça, ce qui fait que moi, de toute cette histoire-là, finalement, j'en connais très peu, donc je veux aussi découvrir la majorité, donc c'est pour ça que je suis assez quand même candide et innocent dans toutes mes questions. Et ça faisait bien 1 an et demi que j'essayais d'avoir Max à ce micro, donc maintenant je suis content de Oui, enfin on le fait. Ok, donc Mechanica, t'as deux produits, cette fraiseuse, et j'ai vu que vous aviez 3 gammes. Oui, tout à fait. 3 tailles différentes. Oui. Donc il y en a qui c'est pour des privés qui veulent faire du hobby. Enfin, c'est leur hobby, quoi. Oui, tout à fait. Puis t'as une gamme au-dessus, et encore une 3e au-dessus. C'est ça. Ce qui m'a marqué directement, c'est en fait, vous touchez aussi des cibles quand même particulières, parce que j'ai l'impression qu'à la fois c'est du B2C, donc vraiment des consommateurs, des privés qui se disent voilà, je vais acheter. Tu connais peut-être le prix de mémoire, mais disons que oui, donc le premier modèle entrée de gamme s'appelle Evo. Ouais. Dans l'idée évolution, parce qu'en fait la machine est conçue pour pouvoir être upgradée vers une Pro, qui est la gamme d'au-dessus, sans devoir racheter une 2e machine. En fait, ça c'est un peu aussi la philosophie non obsolescente de Mechanica. Mais donc ça accompagne un peu les utilisateurs débutants en disant vous démarrez avec ça, et si jamais ça vous plaît ou vous avez envie d'aller plus loin, il y a une Pro qui vous attend. Sa utilisation, c'est hobby et semi-pro. Et puis donc, la pro, c'est semi-pro et pro, et puis t'as la fab, c'est pour les professionnels. Voilà, ça c'est industriel, enfin semi-industriel. Et donc la Evo, oui, voilà, on est plutôt sur des gammes de prix entre 2 et 3 000 euros. La pro, c'est plutôt autour des 5 000, et la fab plutôt autour des 10 000. Ok. Et donc, effectivement, on touche énormément de gens, on fait du B2C et du B2B. Ouais. La majeure partie de notre chiffre d'affaires, c'est du B2B. Avec le temps maintenant, on s'en rend compte maintenant. Mais en fait, c'est aussi intéressant d'avoir des produits d'appel, parce que souvent, on nous découvre d'une certaine manière, et puis en fait, les gens s'orientent vers un peu plus haut parce qu'ils se rendent compte que c'est plutôt ça qui leur conviendrait. Okay. Mais donc on a, tu me demandais quel genre d'utilisateur on a. Ouais. Énormément de gens, donc on a des hobbyistes qui font des maquettes d'avions absolument magnifiques, qui sont hyper pointilleux et qui utilisent leur machine vraiment dans les moindres détails. Et alors on a des gens qui font vraiment de la production de meubles, transformation de vannes, des gens qui font de la scénographie. On a là des gens qui font des meubles en plastique recyclé aussi. Et donc voilà, on a toutes sortes d'utilisateurs. C'est une machine très versatile, comme je te disais, la fraiseuse. Et donc, forcément, on touche un petit peu à pas mal de niches différentes. Okay. Et en fait, au fur et à mesure, on découvre des niches. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on commence à proposer beaucoup d'accessoires avec nos machines. Donc ça, c'est aussi... on dit un peu qu'on a 2 produits, 2 gammes de produits, mais en fait, dans la gamme Sensei, il n'y a pas que les 3 machines, il y a énormément d'accessoires. Il y a des petits modules laser, il y a des sabots d'aspiration, et donc, il y a toutes sortes d'add-ons qui vont être utiles pour quelqu'un qui fait soit de la menuiserie, quelqu'un qui va soit vouloir fraiser du métal, il va avoir besoin d'autre chose. Et donc voilà, c'est un peu l'écosystème qu'on est en train de développer pour l'instant. Ok. Vous avez un peu un Hall of Fame des trucs les plus fous qui ont été faits avec vos machines. En fait, ce qui est dommage, c'est que je suis pas la bonne personne à qui demander ça, parce que je suis pas au département vente ou après-vente. Et donc moi, j'entends passer des choses, évidemment, et c'est assez chouette. Mais le plus marrant dont je me souviens, c'était dans les grands débuts. C'était un gars un petit peu farfelu qui voulait fraiser des objets énormes, simplement des objets énormes, voilà, des brosses à dents de 1 mètre de long pour faire de l'art, des trucs comme ça qui n'ont pas beaucoup de sens. Et il était marrant, lui. Non, mais sinon on a des projets super cool. Comme je te disais, les gens qui refont des vannes là, ils font des trucs vraiment pas mal. Ok, donc professionnellement ils font des vannes et ils utilisent vos machines du coup pour confectionner les pièces qui vont disposer à l'intérieur. Ouais, l'ameublement sur mesure. Okay. On a le studio Biscuit qui est... En fait, c'est nos voisins, ils sont au même endroit que nous. Biscuit, pardon. Studio Duplex. Duplex Studio, ouais. J'ai rencontré du coup pour Gaston la semaine dernière, qui est le CEO. Dans une idée de peut-être collaboration, il se fait qu'ils ont des besoins auxquels je peux pas répondre, plus du côté marketing. Mais je l'avais rencontré, du coup j'ai un peu pu comprendre un peu plus le projet. Voilà. Eux par exemple, c'est assez ouf ce qu'ils font avec nos machines. Et donc eux, pour expliquer en 2 mots, ils ont acheté plusieurs machines Mechanica. Je pense qu'ils en ont 6 là. Les pros du coup.
Ouais, pro et une fab, dans l'idée de pas investir un centre d'usinage à 100 000 euros qui est très cher, mais où il y a une seule machine qui tourne, qui est clairement industrielle et qui fait le boulot, mais de paralléliser en fait le travail et donc de pouvoir produire plus à moindre coût. Okay. Et donc là, ça paye bien. Donc eux, ils récupèrent des chutes de matière industrielle, donc des panneaux de composite, des bouts des tuyaux en acier. Et en fait, avec ça, ils refont du meuble modulaire haut de gamme. Okay. Et ils font de super trucs. Et c'est un case study assez incroyable pour nos machines. On est assez fiers de ce qu'ils font avec. Ouais. Et pour ce qui est de la sérigraphie, donc là, on est sur une presse à 300 €, j'ai vu, l'entrée de gamme. Ouais, tout à fait. Et donc là, on est sur du hobby. Oui, tout à fait. Okay. Donc ça, c'est l'outil qui nous a permis de lancer Mechanica. C'est le premier qu'on a démarré. On n'a pas directement démarré avec les CNC. Ok, ça a pris 6 mois, ça va être compliqué. Oui, tout à fait. Non, oui, une fraise numérique, c'est un objet hyper complexe. Enfin, c'est une machine qui est quand même assez technologique. Beaucoup de composants et d'endroits où ça peut ne pas fonctionner. Et donc, on a démarré beaucoup plus simple avec la presse de sérigraphie, qui est un outil analogique, purement mécanique. Et donc c'est de là qu'on a grandi. Et donc ça c'est un peu on va dire un produit historique qu'on continue de garder, qu'on vend bien. C'est pas celui sur lequel on fait le plus de chiffre d'affaires par rapport aux machines de fraisage numérique maintenant, mais on a envie de le garder. Et il y a une petite part de nous, à moi et Martin, où on a envie de pousser la gamme de sérigraphie un peu plus loin et de proposer en fait une gamme pro. Ce qu'on ne fait pas pour l'instant, en sérigraphie aussi, pour lui donner un peu plus de poids. Mais voilà, il y a beaucoup d'idées dans les tiroirs, et il y en a d'autres qui sont un peu plus prioritaires que ça. Donc, ok. Pour maintenant faire le lien avec le modèle open source, open hardware, est-ce que vous proposez tout l'enjeu de Mechanica, c'est de faire en sorte que vous vendez, j'imagine, du coup, c'est ça la proposition de valeur, vous vendez un pack avec toutes les pièces, et que les propriétaires de ces machines soient capables et autonomes pour pouvoir les monter. Oui, tout à fait. On est sur le concept du kit. Vraiment à la Ikea. Okay. C'est la même chose. Nos guides d'assemblage sont très similaires. C'est des images filaires, sauf qu'ils sont animés. C'est pas du papier, c'est des animations 3D. Okay. Donc, on fait mieux qu'Ikea. Mais... Et je peux imaginer qu'au début, il y a un énorme enjeu d'éducation. Oui. Parce que si on se reprojette au début, j'imagine les gens reçoivent ça en kit. Et puis voilà, j'appelle Mechanica et comment je fais. Ah oui, non, il y a un travail énorme de documentation qui est fait. C'est ce qui prend le plus de temps en fait. C'est pas la conception des produits qui prend du temps, c'est de les documenter correctement pour qu'ils soient vraiment open source, pour pouvoir le dire déjà de 1. Comme je te disais tout à l'heure, il y a plein de choses à expliquer sur comment on fabrique un objet pour qu'il puisse être répliqué ou modifié par quelqu'un. Donc ça nous prend du temps. Et puis le guide d'assemblage, c'est vraiment le nerf de la guerre. C'est le plus important parce qu'en fait derrière, si on veut pas avoir trop de services après-vente ou de problèmes, il faut que ce soit hyper clair. Et donc là, on s'en sort assez bien. Il y a des gens qui sont vraiment zéro technique, qui assemblent pas que des presses de sérigraphie, mais aussi des fraises numériques. Donc ça fonctionne. Mais c'est challengeant. Ouais. Et si tu te replonges au début, ça ressemblait à quoi ? Parce que donc déjà t'as le projet, j'imagine, Open Hardware, donc comme tu dis, tu dois tout documenter. T'as pas une expérience folle, j'imagine, en documentation, donc c'est essai-erreur. Ouais, tout à fait, ouais. Je sais que maintenant vous avez une chaîne YouTube. Ouais. Je te parle des débuts alors. Moi je vais faire des allers-retours un peu, on va reconnecter le tout. Ouais, très bien. Je garderai le fil, il n'y a pas de souci. Okay, super. J'avais déjà envie qu'on se plonge dans cette réalité de qui utilise quoi maintenant. Mais quand j'ai préparé un peu l'interview, et pour avoir déjà discuté avec Martin aussi là-dessus, je me suis toujours dit l'éducation que vous avez dû faire pour justement faire en sorte que vous ne soyez pas, que les clients ne soient pas dépendants de vous pour monter ce kit, ça devait être énorme parce qu'au début il y avait tout un travail à mais c'est exactement ça. Ouais. En fait, de tout début, il y avait une vraie dalle à construire en disant ça va être la chape qui va nous permettre de grandir après. Et donc on a démarré. C'est Martin qui s'occupait en grande partie de la conception de la presse de sérigraphie et grâce à son background en ingénieur, il nous a fait un très très beau guide d'assemblage, mais papier du coup. Là ici, c'était du PDF qu'on imprimait et qu'on donnait avec les kits. Et derrière, dans la foulée, on s'est lancé directement. On a démarré les tutos, quoi. Donc là, on a Martin de Mechanica, qui sourit à la caméra, où moi je le filme. Et donc on avait scripté une série de 5 épisodes tutoriels où on explique de A à Z dans tous les détails comment on imprime un t-shirt, quoi. Et ça reste les vidéos les plus vues de notre chaîne. Donc je crois qu'on a plusieurs centaines de milliers de vues sur ces vidéos. Trop bien. Et donc, vous allez me dire comment faire pour que je mette les scores aussi sur YouTube.
On s'est rendu compte que les contenus qui fonctionnent le mieux, Mechanica, c'est les contenus éducatifs. Ouais. Et donc, en fait, on a eu difficile à réémuler ce qu'on avait fait au tout début. Simplement parce qu'en fait, on avait pris beaucoup de temps pour les faire. On avait pris le temps d'expliquer très bien en détail les choses, de vulgariser. Et ça, c'est un travail qui prend du temps, effectivement. Et donc voilà, c'est quand même assez marrant que ces contenus continuent de vivre après tout ça. Et donc voilà, on a eu, une fois qu'on avait cette base, de dire, ok, en fait, les gens, ils ont leur kit. Maintenant, ils peuvent l'assembler, ils ont un bon guide d'assemblage. Faut essayer de pas se tromper quand on fait les kits, parce qu'à l'époque, on avait tout dans un bureau de 100 mètres carrés, donc c'était notre stock, notre bureau, c'est là qu'on tournait les vidéos, donc c'était un bordel monstre. Okay. Et donc, quand on avait une commande qui tombait, c'était peut-être une par mois, au tout début, mais on était content et il fallait faire le kit. Donc, il fallait mettre les vis dans les sachets, pas se tromper. 12 de cette référence, 6 de celle-là. Okay. Et voilà, éviter d'avoir le SAV de « Ah, je suis en plein montage, mais là, en fait, il me manque une vis M6 par 16. Qu'est-ce que je fais ?» Et en espérant que la personne ne soit pas trop loin de nous pour lui renvoyer. Et du coup, si on se replonge dans l'histoire, donc là, je vois que tu mets que... Ouais, Mechanica, tu mets que t'as lancé en 2020, mais t'étais déjà sur le projet... Enfin, c'était d'abord Studio Léonard. Okay. Tout à fait. Oui, c'est ça. Donc, on se remet un peu dans l'histoire. Vous arrivez à la conclusion, ok, votre fraise de CNC, sympa, on l'a montée, mais ce serait génial de pouvoir redonner aussi l'accès à des personnes, être capables eux-mêmes de pouvoir être propriétaires de la machine, pouvoir l'adapter, qu'ils soient capables de créer des choses. Vous dites, on va partir sur la sérigraphie, c'est quand même plus facile. Ouais. Vous faites votre premier prototype, tout à fait. Premier kit. Avant le premier kit vraiment et la commercialisation où là on est vraiment sur Mechanica et on est 3. En fait avant ça on essaye un peu. Le projet s'appelait Toolbox en fait à l'époque et le moment où il est devenu vraiment très concret c'est en fait c'est devenu le projet d'année des designers industriels en 3e bac. À l'UAB à la Cambre. À la Cambre. Okay. Et donc là, on a dû vraiment jeter les bases d'une méthodologie de conception modulaire, de comment, c'est quoi en fait le cadre de réflexion autour de ce qui est devenu Mechanica en termes de produits, de conception. Et donc les élèves ils ont travaillé sur d'autres outils, des outils électroportatifs, donc des visseuses, des ponceuses, etc. avec cette méthodologie-là en tête. Donc c'est-à-dire rien de collé, rien de tout est modulaire, tout est désassemblable facilement. Ça doit être du kit. Pour tous les avantages que ça amène aussi. Et donc ça vous a forcé à en fait écrire pas la genèse mais la méthodologie un peu, la conception, l'ADN aussi c'est ça. Mais par contre à ce moment-là on n'a encore aucune idée de comment faire un business en fait et puis Léonard c'est aussi du service, donc à un moment donné on a des clients qui attendent des choses qui ont rien à voir avec ce toolbox, donc nous on n'avance pas du tout en fait sur ce projet-là et ça nous frustre et c'est là qu'en fait Roldan Descamps entre en jeu, qui est lui aussi un ami, en fait on vient tous les 3 de la même région, on vient du sud de la Belgique, donc on se connaissait aussi d'avant et en fait nous on cherchait à avoir plus de place. Donc, on dit rarement le sud de la Belgique. Le grand pays. C'est vrai que c'est back south. Exact. Le fond du fond, tout en bas près de Luxembourg. C'est ça. Ouais, tout à fait. Okay. T'as le droit de le dire, c'est ok. Et donc en fait lui à ce moment-là il faisait du coach pour entrepreneurs en herbe. Okay. Et donc, lui, il est ingénieur aussi, mais avec une forte affinité business développement et entrepreneurial. Il a aussi lancé pas mal de projets. Et à ce moment-là, on se retrouve à travailler dans le même lieu. Donc, on partage un grand bureau ensemble. C'était toujours rue du Croissant Non, du coup, c'est là on a bougé parce qu'on était vraiment trop à l'étroit. On commençait à avoir des gros projets, on avait besoin d'énormes de place. Et donc, ça marchait plus. Et donc là, on se met forcément à discuter un peu plus de ce qu'on fait les uns les autres. Et puis un jour, il nous dit, bon les gars, votre projet Toolbox, là, vous avancez pas. Est-ce que vous voulez que je vous fasse un peu ce que je fais avec les jeunes entrepreneurs qui ont des idées mais qui savent pas trop comment les actionner? Donc il avait un peu une méthodologie pour un peu essayer de faire accoucher les idées, de voir comment on pourrait vraiment mettre ça en musique. Et ça ressemblait à quoi, en quelques mots, ces méthodos? Tu te souviens des moments clés qui t'ont marqué? Ouais, c'était un petit peu, il y avait des questions assez ouvertes où il fallait un peu dire ce serait quoi ta semaine idéale en termes de projet, comment tu te projettes, tu penserais démarrer ça de quelle manière, enfin bref. Donc intéressant. Et après, il a synthétisé tout ça, et puis en fait, il a trouvé l'idée aussi assez cool. Les valeurs qu'il y avait derrière l'intéressaient énormément. Et en fait, ce qui devait durer une après-midi a duré plusieurs jours. Et puis du coup, à un moment donné, on s'est dit, bon, mais en fait, let's go. Là, on a le trio qu'il faut. On a quelqu'un qui a la fibre entrepreneuriale un peu plus que nous deux, où nous, on était encore très fort dans peut-être les idéaux de ce que ça pouvait être de concevoir une librairie d'outils open source, tu vois, où en fait à un moment donné, il faut le sake of it, quoi, juste pas. Ouais, parce que ça nous. Parce que c'est beau, parce que ça répond à des valeurs. Parce que conceptuellement c'est chouette, mais à un moment donné, il faut en faire un business et c'est là où Roldan a amené un peu plus cette idée de dire
Ce qu'il faudrait, c'est lever des fonds, parce que c'est quand même une idée hyper ambitieuse. Et pour lever des fonds, il faut prouver un petit peu ce qu'on a dans le ventre, et donc vendre un petit peu des choses. Et avec quoi on commence? Essayons de commencer simple. Et donc on s'est dit, ok, feu, il y a déjà plus ou moins une presse de sérigraphie qui existe, on va essayer de l'améliorer, on va faire un vrai kit, tuto, etc. Donc là, je raccroche à ce que j'expliquais tout à l'heure. Okay. Et c'est là où ça démarre. Et puis Roldan a levé des fonds. Et donc on a eu un seed. Ok, donc seed, c'est amorçage. Tout à fait. Donc c'est un premier tour de levée de fonds. Oui. Quand t'as même, enfin ça dépend, il y a pas de... Il y a quand même un peu de nuance, mais l'idée, c'est au tout début du projet. Soit t'as un prototype, certains même vendent ça sur le pré-seed, sur l'idée, avant même qu'il y ait quelque chose. Normalement, vous aviez quelque chose, et vous avez peut-être un peu de traction, et l'objectif, c'était de valider le fameux product market fit, que du coup, que ce que vous alliez offrir, répondre à un vrai besoin, quoi. Ouais, exactement, tout à fait. Et vous avez levé combien à l'époque? C'était 250, je crois, 250 000. Et donc ça, en fait, ça nous permet d'avoir un coussin un peu plus à l'aise et de faire beaucoup de développement. Et donc de mettre de créer le squelette de Mechanica. On est en quelle année, là? Là, on est en 2019, fin 2019. Et donc c'est là que Mechanica démarre vraiment et où on se met à temps plein. Ok, et donc à un moment-là, t'arrêtes Studio Léonard. Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai que j'ai fait un petit saut dans le temps, mais en fait, à ce moment-là, en fait, il y a les autres projets se coupent complètement et on passe à temps plein parce qu'il y a l'investissement qui nous permet de nous payer correctement 5 jours semaine, quoi. Comment tu te sens à l'époque? C'est quoi l'état d'esprit? C'est quoi les émotions? Le début, c'est hyper excitant, hein, ça c'est sûr. On arrive, il faut un logo, il faut un site web, on fait beaucoup de conception aussi au début. Et ça, c'est la partie la plus fun, forcément. Donc, c'est un moment où on travaille sur des choses chouettes. On se partage les tâches de manière très organique aussi. Et donc, il y a tout à faire et on est 3. Et donc, il y a beaucoup d'énergie. Et c'est des journées hyper remplies, forcément. On bosse énormément ces années-là. Mais c'est hyper motivant. Ok. Et donc tu dis que Roldan, il a levé des fonds, donc c'était sa mission, il a fait ça solo? Ouais. Enfin, j'imagine que vous avez... on a aidé pour la création d'un pitch, mais non, il a vraiment fait ça seul. Il avait déjà de l'expérience là-dedans? Pas vraiment, mais il a très très bien fait ça. Et donc on a été mis en contact aussi, on a été un peu aidé par des mentors qui s'appellent, en fait c'est une entreprise qui s'appelle BeFounders, oui. Qui maintenant n'existe plus vraiment, qui s'est un peu arrêtée. Mais leur idée à eux, c'était d'aider des jeunes entrepreneurs à lever des fonds, donc à les mettre en contact avec des plus gros investisseurs, des business angels ou des family office, et mais d'aussi mettre un pied dans la boîte, de dire nous on a 40-50 ans, on a plus d'expérience et on peut peut-être amener le smart money. Voilà, c'est des gens qui ont de l'expérience et qui peuvent en fait amener autre chose que de l'argent. Exactement, ouais, tout à fait. Et donc ils sont venus et donc en fait on a été un peu coachés aussi sur parfois comment on met les choses en place, comment on crée un peu de gouvernance dans l'entreprise, comment on recrute. Voilà, parce que le début, il y a beaucoup de choses à apprendre quand même. C'est bien beau d'avoir des idées et d'être technique et d'avoir envie de concevoir des machines, mais derrière, pour monter une entreprise... Ouais, surtout que, donc, 250 000, vous êtes 3. Comment vous répartissez l'actionnariat? Quel pourcentage de la boîte vous donnez à ce moment-là? C'est combien de personnes? Donc là, on a quelques investisseurs, donc on a 3 investisseurs, je crois. Okay. Et donc nous, on se split à 3 le reste du gâteau. Okay. Et donc là, c'est dur de me rappeler des pourcentages à ce moment-là, mais je pense qu'il nous reste quand même encore une grosse majorité de la boîte. Genre 2 tiers ou 3 quarts? À 3, oui. À 3, on a encore 75-80%. Okay. Oui, on a eu 80% sans problème. Ok. Ouais. Ouais, donc vous valorisez à plus ou moins un peu plus d'1 million la boîte et vous levez 250. Ok. Ouais. Et oui, pour donner aussi un peu de contexte, sans être dans vos bottes, mais en termes plus même théoriques, vous avez un enjeu où c'est du hardware, donc il y a des enjeux de recherche et développement. Tout à fait. Pour pouvoir donc investir sur le design, la production, trouver les bonnes machines. Tu as aussi un enjeu de stock potentiellement. Ouais. Donc ça veut dire acheter pas mal de composants, faire tes machines, mais les stocker. Donc ça veut dire que tu dois sortir du cash avant d'en recevoir. Ouais. Tu as un enjeu de surface disponible, un entrepôt pour pouvoir stocker tout ça. Ouais. Donc tu as quand même pas mal de frais, que ce soit opérationnellement que de dépenses en capital, quoi, je dirais, pour te lancer. Donc, à la fois 250, c'est génial pour se lancer, mais à la fois, ça peut partir très vite. Ouais, tout à fait. Surtout, et ce qui est hyper normal, et je crois que je dis, c'est facile de juger, mais donc je crois que tu dis que vous êtes payé 5 jours semaine, je crois que c'était nécessaire, sinon, en fait,
t'as pas cet investissement dans le projet, toi tu perds de l'énergie, mais ça a aussi 3 personnes. J'imagine que ça a un coût. Bon, j'imagine que vous payez pas des milliers et des cents. Non, bien sûr. On est très raisonnable à ce moment-là parce qu'on a envie que ça dure le plus longtemps possible. Mais oui, effectivement, 250 000 euros, ça paraît beaucoup, mais en fait, ça paraît hyper vite. Hein. Ouais. Et ok, 2019, vous avez ce montant-là, vos enjeux. Par quoi vous commencez? On démarre par essayer de vendre, donc essayer de commencer à créer des canaux de vente, essayer de comprendre comment on peut aller toucher les gens, parce que voilà, on a un site web, on a un kit de sérigraphie qui est là, il est complet, il fonctionne bien, on a des chouettes retours, donc là il faut essayer de le vendre un peu. Donc ça c'est un peu le début, je dirais, de la sérigraphie, et en parallèle avec Martin, on se lance direct sur les fraiseuses numériques. Parce que pour la petite histoire, on a eu une commande d'une école de menuiserie à Bruxelles, de 3 fraiseuses, où en fait du coup on a pu vraiment... Entre-temps, entre la toute première dont j'ai parlé tout à l'heure avec Studio Léonard, en fait, on a quand même conçu plusieurs fraiseuses pour plusieurs personnes différentes, et donc on était arrivé à un moment donné à un design qui commençait à être vraiment pas mal. Et donc, on va dire là ici, les 3 qu'on a, le gros contrat de 3 machines numériques, on s'est dit, c'est peut-être l'opportunité pour se lancer cet outil-là, de le commercialiser, quoi. Ok. Et au niveau de la stratégie, à ce moment-là, il y avait déjà une réflexion lors de votre levée de fonds, du pitch, d'aller vers du B2B, où vous vendiez. Oui, tout à fait. Ouais, j'imagine que vous n'avez pas vendu une approche B2C. Non, pas uniquement. Non. Nous, notre approche, c'était vraiment de dire, on va créer un maximum de machines modulaires, différentes machines. L'idée du module, c'est aussi de dire qu'on a un stock qui ne doit pas trop grandir parce qu'on a des références qui sont utilisées sur différentes machines. Et donc, à un moment donné, la fraiseuse numérique, vu l'expérience qu'on avait et vu le potentiel de chiffre d'affaires que ça peut représenter, c'est des machines plus chères, on s'est dit que c'était un bon coup à jouer. Il y a aussi une espèce de tendance qui suit un petit peu la tendance de l'imprimante 3D, qui est devenue... pas un produit de commodité, mais pas loin. Il y a vraiment, tout le monde sait ce que c'est, et il y a vraiment beaucoup de gens qui ont une imprimante 3D. C'est en quelle année que c'est sorti? 2000... Avant 2010? Oui. Moi, quand j'étais aux études, on a commencé à utiliser ça. C'était vraiment les tout débuts. Donc 2010, 2011. Ouais, ça fait 15 ans, du coup, maintenant que c'est bien établi. Donc voilà, c'est hyper mature. Le fraisage numérique, c'est différent, c'est plus compliqué. C'est pas exactement clé en main comme une imprimante 3D, mais on voit clairement qu'il y a une tendance qui est en train de suivre un peu la même chose. Ouais, donc déjà aussi pour expliquer, donc ça peut sembler, parce qu'on n'en a pas parlé, mais donc l'idée c'est que tu vas tu vas designer un plan, j'imagine, numériquement. Du coup, que tu vas envoyer à la machine, qu'elle va ensuite reproduire, quoi. Donc tu dois lui envoyer des informations pour qu'elle soit capable ensuite de découper sur une planche spécifique. Exactement. Donc c'est technologie de fabrication numérique. Oui, et donc, comme tu dis, ça rajoute un niveau de complexité aussi dans votre recherche et développement, dans la production, comparé à quelque chose justement d'analogique, de mécanique, qui est juste une presse. Dans lequel il n'y a aucun composant électronique et numérique qui doit... Oui, tout à fait. Et donc, en fait, c'est un peu là que les galères que tu expliquais tout à l'heure commencent, quoi. Parce que là, en fait, on met le doigt dans un sacré engrenage. On veut commercialialiser une machine de fraisage numérique. Et je pense qu'on n'a pas anticipé... suffisamment à quel point ça allait être compliqué de faire ça, que ce soit en termes de qualité, de service après-vente, et donc là on est toujours que 3, mais par contre on commence à en vendre, et donc en fait le boîtier électronique de contrôle, c'est moi qui le fais, tous les câbles de commande, c'est moi qui les soude. Le boîtier électronique de contrôle, c'est donc le boîtier qui va permettre de faire quoi? De piloter la machine. Ok. Donc il reçoit les signaux informatiques, donc de dire toi tu as une interface sur laquelle tu peux piloter la machine manuellement en disant va à tel endroit, ou lève l'outil, ou allume la fraise. Donc tu peux le faire manuellement comme le préprogrammé. Ouais, c'est ça. Donc tu as un contrôle manuel sur ta machine, et puis il y a à un moment donné le mode programme où là tu lui lances le programme dont tu parlais tout à l'heure, et où en fait là elle va découper automatiquement la forme que tu lui as donnée. Et donc ce mode automatique, à un moment donné, il y a de l'informatique qui envoie ça sur un contrôleur électronique qui ensuite dispatche ça vers des moteurs qui tournent et qui font avancer la machine, et voilà, tout ça c'est orchestré d'une certaine manière, et donc ça c'est tout un boîtier électronique qu'il faut câbler, qu'il faut alors j'ai demandé à quel point tu touches ce sujet à ce moment-là. Donc, je sais que tu es ingénieur donc de formation, que tu as chipoté quand tu étais plus jeune. Tu as déjà eu plusieurs projets à l'UNIF où tu vas faire des petits robots. Mais à quel point c'est un niveau de complexité supérieur où... est-ce que... En fait, à ce moment-là... Au niveau de tes compétences, tu te sens à l'aise à ce moment-là? En fait, moi, oui. Moi, à ce moment-là, ce que je fais, c'est je rationalise à mort. Je me dis, OK, il y a des endroits où je ne veux pas m'embarquer et d'autres où je vais amener ma petite touche. Et donc, typiquement, tout ce qui est logiciel,
on sous-traite quoi. Donc le contrôleur et le logiciel d'interface de contrôle, celui-là on sous-traite à quelqu'un qui fait ça très bien. Et moi en fait ce que je fais derrière, c'est que j'imagine le plan de commande, comment tout est interconnecté, mais je me lance pas dans le design d'une carte électronique, ou je me lance pas dans des choses trop complexes qui nous ralentiraient, ou j'ai une courbe d'apprentissage un peu trop raide. Et comment tu arrives à prendre cette décision-là? Donc là maintenant, post-rationaliser, c'est assez évident, parce que tu t'es embarqué dans deux, trois trucs, tu t'es dit, ok, si je fais ça pour tout, ça va être le bordel. Ouais, c'est un peu ça, c'est se dire, là, en fait, voilà, mine de rien, on sentait qu'on avait un petit peu pas le feu aux fesses, mais voilà, il y avait cet investissement, on n'avait pas non plus des années et des années pour faire nos preuves et commencer à rendre Mechanica rentable. Et donc, c'était un petit peu essayer d'accélérer la mise sur marché d'une machine comme ça, en me limitant aussi, moi, les risques potentiels de service après-vente où c'est pour ma pomme, c'est ma responsabilité, parce qu'en fait, c'est moi qui ai fait une carte électronique et j'ai fait une erreur, il y a des problèmes d'interférence sur cette carte ou que sais-je. Et donc qui faisait quoi à ce moment-là? Dans l'équipe, vous étiez 3, mais donc... Donc là, moi, je suis très occupé sur tout ce qui est supply chain, achat, et donc, on va dire un petit peu gestion de stock, tout ce qui est conception technique des machines. Donc je donne un coup de main à Martin sur ce qui est un peu, on va dire, assemblage général mécanique, mais beaucoup d'électronique et de commandes. Martin, lui, il fait vraiment la conception produit à fond, mécanique, ergonomie, etc. Il travaille aussi sur tout ce qui est graphisme, image de marque. Roldan, lui, il gère tout ce qui est business développement, canaux de vente, marketing, plutôt au niveau marketing digital, etc. Le lancement du site web. Donc là, donc là, on a vraiment tous plein de casquettes différentes. Ouais. On apprend plein de choses en même temps, c'est super excitant, mais voilà. Ça, des grands moments de doute, des grands moments de down à ce moment-là, ou là, c'est plutôt... Ok, on vient d'avoir un financement, on va se donner et on a le feu et. Les moments de doute, c'est les moments où on se rend compte que c'est pas si facile de vendre une machine de 5 000 € à quelqu'un. Voilà, on est personne, hein, donc à ce moment-là, on est juste une marque avec un concept et donc en fait, il faut convaincre les gens et ça, c'est pas si simple. Donc ça a mis vraiment du temps de trouver les canaux de vente. L'autre moment de doute, c'est moi personnellement, c'est les peurs de mettre sur le marché une machine compliquée comme ça qui doit être certifiée CE. C'est quoi certifié CE? La certification CE, c'est une certification européenne que tu es obligé d'avoir pour mettre sur le marché une machine. Okay. Donc il y a tout un pan légal technique qui doit être respecté. Il y a un petit logo CE ou je flash? Ouais, tout à fait. Okay. Ouais, exactement. Okay. Je vois du coup de quoi tu parles. Et donc là, il y a un peu, on commence à avoir des premiers utilisateurs qui utilisent nos machines, et moi, je flippe un peu, quoi. Je me dis, j'espère que les machines, on les a testées de manière exhaustive, et on est content de ce qu'on a, on est même très fiers de ce qu'on a fait. Mais à un moment donné, moi, je me dis, est-ce que sur le long terme, ça va continuer à bien tenir? Là, maintenant, je touche du bois, mais voilà, les premiers modèles continuent à tourner, j'en suis super content. Donc on est 6 ans plus tard, donc y a pas de souci. Mais oui, à ce moment-là, il y a des doutes, ça c'est sûr. Il y a vraiment des doutes. Mais c'est une période hyper excitante. Ouais. Ok. C'est quoi votre première grande victoire du coup dans cette partie, dans ce moment de vie de Mechanica? La première grande victoire, parce qu'en fait, on lance un peu deux choses en parallèle, je dirais, ces années-là. La première, c'est une stratégie de vente via distribution, parce qu'en fait, c'est à un moment donné, ce qu'on nous conseille, nos mentors nous disent, en fait, vous devriez peut-être faire ça, de faire de la distribution pour être plus B2B, c'est des machines, ça fait du sens. Donc, distribution, c'est que tu vas prendre des retailers. Tout à fait. Donc, en gros, tu vas chercher des revendeurs. Ouais, exactement. Ce qu'ils vont avoir dans leur catalogue de produits, donc le produit Mechanica. Voilà. Ok. Donc on amortit un petit peu nos marges, forcément, parce qu'ils prennent une com, mais ils nous ouvrent la porte à, en fait, leur canal de distribution et leurs clients, leurs prospects. Ouais. Mais donc pour aussi que les auditeurs et auditrices comprennent, c'est des enjeux un peu stratégiques aussi. Donc souvent pour... Allez, t'as des marques typiquement qui se sont lancées complètement, par exemple 100% en digital, qui sont sur une niche très spécifique, et elles vont vendre en direct, et ça va être la stratégie. Mais donc tu dois avoir une stratégie d'acquisition, mettre beaucoup d'argent en marketing, dans tes pubs, enfin Exactement. Dans ton acquisition en gros, mais tu vas avoir des marges supplémentaires sur ton produit, mais bon, tu vas devoir dépenser plus en marketing, ou alors tu fais une autre stratégie qui va être... Il y a plus que deux, mais une autre option, ça va être, comme tu le dis, donc de trouver toute une série de revendeurs qui vont en fait faire ce travail de marketing pour toi, parce qu'ils vont avoir toute une série de produits. Il y a des gens qui vont rentrer potentiellement même dans leur lieu physique pour venir voir et vont choisir du coup ta machine. Mais du coup, voilà, tu les finances, ils vont prendre une marge supplémentaire également sur ton produit, mais tu dois en débourser moins au niveau marketing. Ouais, exactement, en partie, ouais. Et donc en fait.
là, c'est cette année-là où on lance un petit peu les deux en parallèle. Et donc, pour revenir sur ta question, la première grosse fierté, c'est qu'en fait, on arrive à faire pas mal de ventes directes. Je pense que cette année-là, on vend 20 machines. Bon, ça paraît pas beaucoup, mais en fait, à ce moment-là, à 3, on est hyper fiers de nous. Sans blague. Et donc 20 machines à 5000 balles plus ou moins Ouais, c'est ça, dans ces eaux-là, ouais. Ok. Vous êtes à 100 000 €, quoi. Voilà, c'est pas énorme, mais ça commence à... Pas mal. Oui, c'est déjà sympa. Et puis après, derrière, il y a la sérigraphie qui commence à prendre. L'autre grosse fierté à ce moment-là, c'est qu'on teste un canal aussi... Donc je raccroche un peu à ce que tu disais, où en fait, nous, on cherche des manières de montrer le produit. On fait... Merci. On va chercher un peu des influenceurs. Donc on va à un moment donné tester de donner notre presse de sérigraphie. Influenceur hardware. C'est ça qui est cool. C'est qu'en fait on n'est pas sur quelqu'un qui est à la plage et qui met un bikini. Non. Enfin, je suis dans le cliché, mais non, là en fait on trouve des youtubeurs qui font des trucs très cool, qui font du bricolage ou des produits ou qui montrent un peu comment on fabrique des choses. Dans le do it yourself, quoi. Ouais, exactement. Et on les contacte. Et donc là, il y a une grosse fierté. À un moment donné, on contacte une influenceuse portugaise qui donc sa chaîne s'appelle Get Hands Dirty. Et incroyable chaîne, elle fait des projets super cool. Et on la contacte et il y a une vraie accroche entre elle, notre marque et nos produits. Et donc, elle accepte de faire un gros discount, parce qu'elle était quand même très chère pour nous à l'époque. Ouais, elle a quand même 1 million maintenant d'abonnés, quoi. Ouais. Et elle prend un kit de sérigraphie et elle fait une vidéo sérigraphie Mechanica qui fait maintenant plusieurs, je crois 1,5 million de vues, un truc comme ça. Et donc en fait ce truc-là, ça nous lance notre vente de sérigraphie. C'est fou, ça. Mais complètement incroyable, ça a changé la donne. Combien vous l'avez payé? J'ai vraiment énormément négocié avec elle parce que je lui expliquais que voilà, on n'avait pas grand-chose, donc on a payé 1 500 €. Bien joué. Ah ouais, non, vraiment. Elle a été super chouette. Tu savais à ce moment-là que ça allait... Que si vous l'aviez, c'était bon? Je m'attendais pas à un impact pareil, non, clairement. Donc voilà, après, c'est pas moi qui avais imaginé cette stratégie-là, mais c'est moi. Il s'avère que c'est moi. C'était Rolden qui pensait plutôt à comment on pouvait imaginer faire du marketing, et moi qui étais juste en contact avec elle parce que j'avais fait un peu de recherche sur YouTube et celle-là, elle était bien. Mais bref, oui. Tout ça pour dire que... Et du coup, ça, vraiment, quoi, donc la vidéo sort. Donc là, on finit. Voilà, impact direct. On finit une année 2020 où en fait on a vendu pas mal de fraises numériques et là, nos ventes de kits de sérigraphie décollent. Donc là, on est super fiers de nous. Et à quel point ça a créé ou non un problème dans la chaîne de production à ce moment-là? Parce que donc ça peut être. Tu joues toujours sur cette ligne fine à la fois, donc tu peux pas trop produire, tu as la gestion du stock, ça te coûte, tu dois gérer ton cash flow. On arrive sur les moments où là on atteint nos limites, parce qu'en fait on sait plus tout faire à 3, ça devient impossible. On peut plus continuer à faire les boîtiers nous-mêmes, à mettre les vis dans les sachets de sérigraphie nous-mêmes, et donc c'est là où on va commencer à devoir engager du personnel, quoi. Ok, fin 2020 du coup. Ouais, c'est ça. Et donc en parallèle, pour raccrocher à la distribution, ça c'était ce qu'on nous conseillait de faire pour les fraises du numérique. On se lance dans et trouver un gros distributeur de machines. Okay. Et ça va amener non pas les fiertés, mais plutôt les plus grosses galères de ces années-là pour nous, quoi. Ouais. Pour comprendre aussi le marché. C'est niche. Bon, après, il y a tellement de produits qui sont niches quand je vois bien avec tous les intervenants que j'ai, mais là, on est quand même sur quelque chose d'assez spécifique. C'est qui les concurrents? Parce que j'ai un peu fait un marché, j'ai l'impression qu'on est sur des gros géants. Oui, en fait, c'est ça. C'est des grosses marques. Là, maintenant, le marché se développe. Si on prend le fraisage numérique, il commence à y avoir des petits acteurs qui arrivent, qui commencent à voir qu'il y a un vrai marché, qui est pas que niche, qui commence à être de plus en plus large. Donc, il y a de la place. Mais à l'époque, on se lance, oui, c'est des grosses marques, soit allemandes, soit ou des machines chinoises, qui sont réimportées en Europe et recertifiées CE, typiquement, par des distributeurs. Et pour la sérigraphie, pareil, il y a des marques de matériel de sérigraphie qui sont soit très pro, donc très cher, soit pareil des gens qui font du dropshipping de machines chinoises qui sont vraiment pas chères. Donc nous, on se frotte en fait à une concurrence qui est un peu difficile parce que c'est des machines qui sont très différentes des nôtres en termes de conception et de valeur, mais qui ont un price point qui est très bas, parce qu'en fait elles viennent de Chine. Donc malgré le fait que les gens se refassent une marge là-dessus en Europe, ça reste pas cher du tout. Okay. Et donc nous, on a une pression sur le prix, en tout cas quand on vise le marché débutant, qui est très élevé. Donc à la conception, c'est un peu là où on doit faire des choix, quoi. C'est pas toujours simple. Donc débutant, donc là tu parles de toujours le côté plutôt privé B2C. Oui, c'est ça, plutôt hobby, B2C, sérigraphie ou machine numérique, mais Ivo l'entrée de gamme. Et quand tu vas voir des acteurs du coup business, c'est quoi qu'on vous reprochait? Tu disais au début c'était compliqué de les vendre. C'était quoi les parce que j'imagine donc t'as les trois gammes. Hein. Ouais. Il y en a une
C'est du coup là. Elles sont arrivées l'une après l'autre. Hein, donc, ok. Mais donc les premières que vous vendez, c'est les Evo. Non, non, c'est pas exactement ça. Les premières qu'on vend, c'est les Pro. Première donc génération. Pour ceux qui, du coup, voilà, c'est la gamme du milieu, quoi. Voilà, la gamme professionnelle. Ouais, qui a un bon rapport qualité-prix si tu veux démarrer un business. Okay. C'est une machine hyper fiable, hyper robuste, mais qui a pas un prix complètement délirant. Et qu'est-ce qui est chaud dans votre processus de vente à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on vous reproche? Je pense que c'est un peu on vient nous challenger sur la fiabilité de la machine, sur ok, moi je fais cet investissement, est-ce que vraiment cet outil va me permettre d'atteindre ce que je veux faire? Quand on parle à des gens plutôt B2B, bon ils ont pas le temps, moi cette machine elle arrive, bon déjà je dois l'assembler, bon pourquoi pas, mais après derrière tu as déjà les convaincre de cette partie-là. Oui, tout à fait. Alors après derrière, une fois que l'assemblage est fini, toujours les gens sont assez souvent convaincus que c'était bien parce qu'ils connaissent leur machine. Ça, c'est un énorme avantage. Ils comprennent bien le produit qu'ils utilisent. Et puis, il y a aussi une valeur émotionnelle qui est associée. Une fierté intellectuelle. Oui. T'as fini d'assembler un kit qui t'a mis 8 heures à assembler pour une pro. Il y a une fierté, il y a un attachement émotionnel. C'est un gros Ikea, quoi. C'est un bon Ikea, ouais. Tout à fait. Et donc voilà, on nous reproche ça. Et puis on nous challenge là-dessus. Okay. Et aussi sur le fait que, est-ce que la machine va vraiment délivrer les promesses qu'elle envoie, oui. Et donc typiquement, la grosse louche, donc une pro, à l'époque, vous la vendiez plus ou moins? Ouais, je pense autour des 5000, je me souviens plus exactement. Ouais. Et une marque concurrente importée, de bonne qualité, ça allait être un peu moins cher? Un peu moins cher, ouais. Si c'est des marques chinoises. Pour les machines allemandes, c'est un peu plus cher. Mais voilà, avec du coup des marques qui sont implantées depuis longtemps, et qui ont... Et donc là, tu vas jouer donc sur l'aspect du coup open hardware, que tu connais ta machine, le côté de la marque, j'imagine, les valeurs de la marque. Voilà, on essaie de mettre ça vachement en avant. Ouais. Voilà, c'est local, on est un peu différent. Vous avez d'autres concurrents belges? Pas vraiment. Ça, c'est quand même... c'est cool. À la fois, ça explique pourquoi il n'y en a pas? Parce que quand on comprend l'enjeu, c'est spécifique, ça demande quand même des connaissances techniques. Il y a une barrière à l'entrée. Il y a une barrière à l'entrée importante. Ouais. Mais maintenant, du coup, sur le marché belge, entre guillemets, vous... Allez, ça ne tient qu'à vous de continuer à le développer. À ce niveau-là, tout à fait. C'est peu probable qu'un acteur belge débarque. Tout est possible, hein, mais je veux dire, comme tu dis, la barrière à l'entrée, surtout que maintenant, il y a un acteur comme vous. Ouais, tout à fait. Ok, donc on était aux grandes victoires. Maintenant, tu parlais des doutes, des galères qui arrivent quand tu cherches un distributeur, c'est ça? Donc là en fait donc là c'est la partie plutôt de Roldan, mais donc lui se lance dans le démarchage de distributeurs. Et le premier qu'on trouve, ça se passe assez bien, on démarre, ils ont une machine de démo, ils sont assez convaincus, ça se lance, sauf que 6 mois plus tard, ils font faillite. Ah putain. Et donc en fait, on perd quasi un peu plus d'une demi-année en fait avec ces gens-là. Donc tu récupères ta machine? Ouais, on la récupère au final, cette machine de démo quand même. Mais on perd beaucoup de temps en fait. C'est surtout ça, parce que tout le temps que Roldan passe à faire ça, c'est du temps qu'on passe pas à développer nos propres canaux de vente. Mais donc en fait, par contre, ce gros distributeur avait un distributeur majeur aussi, un partenaire, qui s'appelait 3D&I, avec qui on est remis en contact. Et donc on se lance avec eux. Et ça, c'est un peu le début des galères, parce que il y a énormément de négociations sur le contrat. Ça n'a pas été simple d'y voir clair sur à quel point le contrat était bon ou pas. On a peu d'expérience. Et donc et vos investisseurs savaient vous aider, ou c'était malheureusement ils nous guidaient quand même. Mais voilà, après, ils ont aussi leurs limites et leur connaissance du marché et de ce qui représente un bon contrat ou non, on va dire. Mais voilà, la boulette qu'on a fait à ce moment-là, je pense, c'est de signer un contrat d'exclusivité. Donc ça veut dire que sur le territoire européen. Donc, quand même. Ouais. Wow. Donc en fait, pour expliquer en 2 mots, c'est assez simple, mais c'est que à partir du moment où le distributeur vend dans un pays en Europe, on ne peut pas vendre. Donc on peut plus vendre directement nos machines. Ok. Wow, mais donc ça c'est couplé. Je crois que c'était exclusivité, c'est-à-dire pas d'autres distributeurs. Donc c'est pas d'autres distributeurs et même pas vous. Ah oui, non, c'est vraiment, on y va all-in avec eux. Ils avaient fait leur preuve en faisant de la distribution d'une machine, une découpeuse laser. Où ils en vendaient énormément, vraiment comme des petits pains. Et donc nous, à un moment donné, on a été un petit peu, je pense, on a été emballés par ça et par leurs promesses de vente, où vraiment ils nous disent première année 150 machines vendues, deuxième on va. Et vous veniez de vendre là? Oui. Ouais. Et donc nous on se dit, en fait, pourquoi on se creuserait la tête plus longtemps si en fait il y a ces gens qui s'occupent de ça, qui font les SAV pour nous, et en fait nous Ah oui, c'était la totale. Ouais, c'était première ligne de défense de service après-vente, entre guillemets, de dire on troubleshoot en premier, si après ça revient chez vous s'il y a vraiment des autres problèmes. Mais donc on se dit,
bah let's go, c'est peut-être ça qui fait le plus de sens en fait. Contrat de combien de temps? J'ai pas envie de dire de bêtises. Est-ce que c'était... Non, je me souviens plus. Okay. Je me souviens plus après combien de temps on pouvait le résilier. Mais le problème, en fait, c'est que on passe une première année comme ça où eux nous commandent pas mal de machines de démo pour aller mettre dans tous les points de vente que eux ont assis un peu partout. Donc là, on a un vrai emballement de supply chain et de logistique et de production qui se met en place. Donc là, c'est les moments où en fait on doit engager plus de gens, ce que je te disais tout à l'heure. Donc là, en fait, il y a un effet d'emballement qui se crée parce que tout à coup, il nous faut un responsable d'atelier, il nous faut des opérateurs qui font les kits, il nous faut quelqu'un en service après-vente parce qu'on commence à avoir plus de machines sur le marché, donc beaucoup plus de retours. C'est plus du tout gérable par mois. Donc ils arrivent à en vendre. Donc ça fonctionne. Quoi. Donc ça démarre en fait, mais en fait, ils vendent beaucoup de machines de démonstration dans leur point de vente. Donc en fait c'est un peu biaisé. Donc qu'est-ce que je veux dire, ils vendent des machines de démonstration, c'est-à-dire que donc toi tu fais envoyer des machines de démo dans leurs différents points de vente et puis c'est juste cette machine-là qui est vendue. Mais donc en fait c'est ça, c'est eux ils revendent ça à leurs revendeurs quoi. Entre guillemets, tu vois. Donc en fait c'est une fausse vente. C'est une fausse vente, oui, tout à fait. Et donc ça se met en marche très très lentement à part ces ventes-là et donc nous, en fait, on est en train, en interne, d'implémenter une machine de guerre logistique. Je dis pas, c'est le début, mais voilà, on engage des gens, on commence à avoir des stocks, on prend un nouveau local, beaucoup plus grand, on achète énormément de stocks aussi, donc là, on sort du cash à mort. C'est tout l'enjeu dont je parlais il y a 20 minutes. Exactement. Voilà, vous préparez pour... Maintenant, on est prêt pour vendre. Donc, voilà, sauf qu'il y a une promesse de vente, mais il n'y a pas encore... Donc voilà, donc là, tu vois le crash arriver. On dépense du cash, énormément de cash. On perd du temps, les relations commencent à être de plus en plus acides avec eux, puisque en fait, les promesses de vente sont pas là. Eux nous demandent plus de temps. Ils reviennent vers nous en nous disant qu'on remplit pas les promesses non plus avec le produit, qu'il y a des trucs qui manquent. Donc en fait, ils reviennent sur des fonctionnalités. On essaie de les développer. Donc à ce moment-là, nous, on est au four et au moulin. On essaie vraiment de tout faire pour que ça marche. Sauf que au bout d'un moment, on arrive en... Alors là, j'espère que je dis pas de bêtises en termes de date, mais je crois que c'est janvier 2022, février 2022, où là, en fait, la commande, la commande pour ce mois-ci, il n'y a plus rien, quoi. C'est genre, ils en commandent une ou deux. Nous, on a un stock immobilisé qui est énorme. Et en fait, on a plus de cash sur le compte. Et donc là, on arrive à un moment où on frôle la faillite, vers le mois de mars. Et vous payez encore à ce moment-là? Non, là, on arrête de se payer à ce moment-là parce il y a 6 000 € sur le compte. Wow. Donc là, il y a quand même 5 employés en plus. Donc wow. Là okay. Non, on est vraiment très très proche d'être foutu. Et donc ça, juste 1 ou 2 mois à l'avance, on commence à entamer les discussions de sortie avec eux. On leur dit ça fonctionne clairement pas, cette exclusivité. Ouais. On n'a pas envie de casser la relation avec vous. On peut continuer à passer en distribution parce que ils en vendent quand même quelques-unes des machines, mais c'est vraiment très très peu. Si on change pas ça, en gros, nous, on va faire faillite et donc vous allez aussi y perdre. Quoi. Voilà, vous avez rien à gagner à nous laisser nous planter tout seul, donc laissez-nous vendre et au moins. Augmenter les canaux et voilà. Ouais, c'est fou parce que donc là, à la limite, tu peux juste tergiverser pendant 1 an et demi sur ce que tu pourrais faire pour vendre ton produit, mais comme t'as pas le droit d'exploiter un bit, tu peux rien faire. C'était affreux. Franchement, c'était affreux. C'était une période. T'as mis tes propres menottes, quoi. Ah oui, c'était vraiment très désagréable. Et on était là, ce serait quand même incroyable que ce soit ça à la fin, quoi. Et donc à un moment donné, ça aurait été déjà l'histoire là, mais un peu ironiquement, ça aurait été tu vois, une histoire à étudier dans les écoles, tu vois. Ah oui, c'est le case study, hein. Ouais. C'est le case study, oui, tout à fait. Et donc là, on entame les discussions avec eux, et le problème, c'est qu'on se heurte à un mur impassible, quoi. Ok. Et donc là, la relation, elle se détériore très très rapidement, jusqu'au moment où en fait, là, c'est avocat, on coupe le contrat, donc on arrête, on commence à vendre parce qu'on n'a plus le choix. En fait, tout simplement. Et en parallèle, on essaie de relever des fonds via nos investisseurs actuels, plus d'autres. Parce qu'en fait, on a de l'attraction, on a un bon produit, on a une marque, on commence à voir les résultats. C'est juste que vous avez votre chaîne YouTube, donc c'est en place. Parce que j'ai pas parlé non plus d'un énorme succès qu'on a eu un tout petit peu avant de lancer cette distribution avec eux. C'est qu'on a fait un Kickstarter avec Laivo, où on a fait 200 000 € de vente. En crowdfunding, du coup? Ouais, en crowdfunding. Mais donc, c'était une précommande ou? Ouais, c'était des précommandes, 200 000 € de précommande, et donc c'était, c'est aussi donc il n'y a pas de part dans la boîte, c'est juste, on veut ramener du cash pour pouvoir financer justement. Oui, c'est ça, okay. Et c'est ce qui nous a permis de tenir aussi longtemps sans que la distribution fonctionne, parce qu'en fait, sans ça, l'équipe, là, vraiment, on serait tombé à 6 000 bien avant. Et vous aviez aussi une ligne de crédit auprès de la banque? Non, pas encore à ce moment-là, non. Ok. C'est hyper chaud de convaincre une banque quand t'es pas encore rentable. C'est impossible. Au début, Rolda, je me souviens, il revenait, il disait, je parle à des gens, ils me regardent, ils voient la courbe qui descend.
Mais ça, c'est et c'est problématique parce qu'en fait, les banquiers prennent pas de risques. Non. Bon, après, je veux pas, mais c'est... Non, mais c'est la réalité. J'écoutais un podcast hier, enfin depuis lundi, plusieurs étapes, qui était sur une meuf qui a lancé Gaïa, donc c'est des vélos cargo en France. Et donc elle expliquait à quel point c'est compliqué de lancer un produit au niveau industriel, avec une vraie production, avec comment tu le finances. Et elle mettait en évidence 3 choses. C'est que tu vas financer quand tu es rentable, tu peux, avec tes ventes, tu finances ton opérationnel, donc les gens avec qui tu travailles, ton loyer et tout. Avec l'equity, donc quand tu lèves des fonds, tu vas financer ta recherche et développement. Et quand tu es rentable, avec la banque, tu peux financer ton stock. Exactement. Parce que... c'est tout à fait ça. Okay. Et c'est ce qu'on est en train de faire d'ailleurs. Voilà. Ouais, tu le résumes très bien. Okay. Ouais. Et on ne se souvient pas de moi. Voilà. Mais bon, merci. Ok, donc à ce moment-là, justement, vous aviez du coup eu un peu de souffle avec ces 200 000 euros. Ouais, légèrement. Ça nous a permis aussi c'était aussi une des raisons pour lesquelles on avait besoin d'une grosse équipe logistique et supply chain, parce qu'en fait, il fallait quand même envoyer ces 70 machines un peu partout dans le monde. Hein. Il y en avait vraiment des clients de partout. Ah ouais, ok, ça c'est intéressant du coup. Oui, parce que moi j'étais toujours parti sur en mode c'est Belgique, proche de la Belgique, mais donc c'est... Ah non, là on vend pas mal d'endroits différents, ouais. Ouais, donc il y a des gros enjeux de... Ouais, de logistique, ouais, clairement. Donc c'est bon, tu peux me dire un petit peu là la répartition à grosse louche d'où vous vendez? À l'heure actuelle ou à ce moment-là? Ouais, tu peux faire les deux. À ce moment-là, sur le Kickstarter, on vend dans pas mal de pays différents, beaucoup en Europe, mais il y a quand même beaucoup aux États-Unis aussi, et quelques pays un peu exotiques. Mais sinon, là, à l'heure actuelle, on vend énormément dans les pays frontaliers. Le plus gros marché, c'est la France. Ouais. On est francophone, donc il y a beaucoup de contenu en ligne qui est francophone. Et l'Allemagne, ça démarre très très bien. La Belgique, bien sûr, ça marche très bien aussi. La Suisse aussi. Et on voit un peu l'Italie qui émerge. Donc on est très fort en Europe, mais on a des clients, qui sont loin, quoi. On a déjà vendu des machines en Australie, sur des îles. On vend beaucoup aussi sur les dom-toms. Parce que nos contenus de sérigraphie, Martin de Mechanica qui parle français, qui fait ses tutos, voilà, il y a pas mal de gens dans les dom-toms qui le regardent et donc ils nous commandent de la sérigraphie super loin. C'est toujours un peu compliqué avec les douanes, mais et voilà, on s'en sort quand même. Toutes les merdes que tu dois te retrouver à gérer. Non, là, il faut pas se tromper quand tu fais le kit dans le paquet, parce que si on doit renvoyer un sachet de vis, ça coûte cher. Ouais. Et à ce moment-là, et peut-être voir la différence maintenant, c'est quel pourcentage des kits sont défectueux ou nécessitent une intervention du service après-vente? Que ce soit, j'imagine, tu as plusieurs lignes. Hein. Des fois, j'imagine, c'est une question et tu as la réponse et t'es réglé. Ça, c'est beaucoup. Moi, je dirais 50% de nos produits. À chaque fois, il y a au moins un recontact derrière. Parce qu'il y a soit une petite difficulté après l'assemblage, comment j'allume la machine, de l'utilisation. Donc là, c'est plutôt on va dire des erreurs côté client, entre guillemets. Mais c'est pas le produit. Et à mon avis, je crois qu'on est à 10-15% de commandes où, il y a une intervention physique. Où là, il y a un moment donné, il faut renvoyer une pièce parce que la pièce de notre fournisseur est défectueuse, mais on l'a pas vue. Et en fait, on l'a mis dans le kit sans la valider. Oui. Donc, il y a tous des process de qualité qui sont en construction. Après, on a une ligne de SAV hyper réactive. Il n'y a pas de chatbot. Hein. Tu parles à quelqu'un qui, dans les 24 heures, t'a envoyé ta pièce. Donc, les gens sont, entre guillemets, assez contents. Même s'il y a un petit problème, derrière, ils sont servis vraiment de manière 5 étoiles. Donc, ça passe, ça fonctionne, mais nous, ça nous met une grosse pression en termes de ressources internes. Et qui finance la livraison? J'imagine pour une pièce défectueuse, c'est vous. Oui, ça c'est nous. Ouais. Pour la machine de base, j'imagine vous. Oui, c'est les clients qui le payent. Oui, tout à fait. Et ça, c'est outsourcé. On a un prestataire externe qui gère toutes les galères de livraison, de douane, etc. Ça, on a vite compris que c'était pas intéressant de l'internaliser et de prendre quelqu'un de compétent là-dedans. C'était une bonne idée. On revient du coup sur la galère. Sur la galère. Mars 2023, vous êtes à 6 000 2022, balles. 2022, pardon. Et donc là, on fait une petite pause salaire pour nous, pour pouvoir quand même encore payer les employés. Et on se met à vendre. Et là, on se met à tous faire de la vente. Là, il n'y a plus personne qui fait autre chose. C'est vraiment tous sur le pont. C'est parti moussaillon. Il y a un côté... on cherche tous à trouver des moyens de vendre, en tout cas. Il y a un côté rire nerveux en mode, vous arrivez à vous dire, à prendre du recul et à en rigoler, ou c'est un stress intense? Non, c'est super stressant. Okay. Franchement, c'est super stressant, en particulier pour les employés. Moi, j'ai pas du tout envie de devoir expliquer. Parce qu'à ce moment-là, j'avoue, on n'est pas hyper transparent non plus. On n'a pas envie que ce soit la panique à bord. Donc, on dit pas à tout le monde qu'il reste plus que 6 000 euros sur le compte. On leur explique que c'est très compliqué comme situation, mais qu'on va tout faire pour s'en sortir. Et donc, à ce moment-là, il faut garder la face. Et donc, c'est stressant.
Tu l'aurais fait différemment ou pour toi Non, je pense qu'on a bien fait parce que du coup tout le monde est resté focus, tout le monde savait que c'était une période très compliquée et qu'il y avait plus beaucoup de thunes et qu'il fallait clairement se débrouiller pour avancer. Mais il n'y a pas eu de démotivation ou de perte de sens ou de peur de waouh, si ça se trouve dans 2 mois j'ai plus de taf en fait. Ça va pas réussir à l'éviter. Ouais. Et parce qu'en fait on a vite rattrapé la sauce quand même. Dès qu'on s'est mis à essayer de vendre, en fait on a vendu. Donc on a vite récupéré un peu de cash. Roldan a fait une levée de fonds éclair assez incroyable. En combien de temps? En quelques mois, en fait, on a recontacté. On savait qu'il y avait quelques investisseurs qui étaient quand même intéressés de nous aider si jamais. Donc ça, on a pu l'activer. Existants ou d'autres qui voulaient Existants, qui étaient quand même intéressés ils disaient bon là vous êtes en galère, mais on a l'impression que voilà l'entreprise commence à être solide, il commence à y avoir quelque chose derrière. Et donc on a réussi à faire un bridge. À ce moment-là. Un pont, donc c'est en gros quand tu vas retourner chez cet investisseur existant et qui vont remettre un peu de capital, souvent aux mêmes conditions, ou c'est des conditions avantageuses pour eux? Oui, un petit peu, ouais. Donc là, on est toujours sur des prêts convertibles et donc ils remettent un peu plus là-dedans et donc ils rachètent des parts à une valeur un peu plus avantageuse, je pense, effectivement. C'est ça. Mais, donc pas de nouveaux investisseurs à ce moment-là? Ouais, c'est un peu plus compliqué. Ouais, en fait, il y a d'autres discussions en parallèle parce qu'il y a d'autres personnes qui veulent rentrer dans le capital. Et donc en fait, simplement, ce qui nous permet de sortir de cette galère, c'est voilà les actions que nous on fait en direct et en parallèle, c'est ce bridge. Et puis derrière, en fait, on a remis en marche une plus grosse levée de fonds. Qui au total, avec le site compris, on arrive à un peu plus d'1 million. Où là ça a été le gros coussin financier qui nous a permis vraiment de financer la croissance derrière, l'agrandissement de l'équipe, etc., et qui a fait les années suivantes. Mais donc en gros on se sortit de cette galère avec un procès du coup parce que voilà, ils nous ont attaqué en justice. Donc là, ça a été une période difficile, en particulier pour Roldan, parce que c'est lui qui devait gérer cette relation et qui était vraiment toxique, où c'était vraiment difficile. Il n'y avait pas moyen d'essayer de trouver de terrain d'entente. Et donc en fait, on a rattaqué, parce qu'en fait, on estimait qu'il y avait énormément de manquements de leur part aussi, et que le fait d'avoir coupé le contrat de manière anticipée, c'était en partie de leur faute aussi. Et le moment où on a construit un vrai dossier pour les rattaquer en justice, en fait, ils ont décidé de s'arranger à l'amiable parce qu'ils se sont rendus compte que ils allaient sans doute pas gagner. Mais nous, on a perdu beaucoup de temps, beaucoup d'argent en avocat aussi. Et donc ça a été la fin d'une période vraiment, vraiment pas chouette. Ça s'est terminé quand? En 2023, ça a pris du temps. Ouais. Ok. Ouais. Et il y a eu des compensations de leur part? On a dû racheter le stock qu'eux avaient encore à prix réduit. Et est-ce qu'il y a eu des compensations dans l'autre sens? Je ne pense pas. Non. Mais nous, en fait, on s'en est sortis en se disant, à un moment donné, soyons les plus grands dans l'histoire et on va partir la tête haute. Et tant pis, on a perdu un peu d'argent, mais on va pas commencer à continuer à négocier avec ces gens. On a envie d'avancer, en fait. Donc, s'il y a un conseil, c'est ne signez pas de contrat d'exclusivité. Oui, tout à fait. Ouais. Non, oui. Ou alors, avec peut-être encore plus de garde-fous. Mais non, c'était une erreur aussi tôt dans l'entreprise. En fait, on n'était pas... Et puis même, on était, en fait, je pense, avec le recul, pas non plus encore équipés pour vraiment délivrer autant de machines. S'ils avaient vraiment vendu les 200 machines dont ils parlaient, ou 150 machines, ça aurait été dur à tenir, en fait. Et je pense que même là, on aurait eu d'autres challenges, en fait. Bon, ça aurait été des challenges plus marrants, mais on aurait eu d'autres challenges aussi, ouais. Ok. Donc, en quelques mois... Vous faites le bridge, vous relevez des fonds. Ouais. Vous relevez, du coup, vous avez 750 000 en plus qui tombent dans les caisses en quelques mois. Ouais, même un peu plus, ouais. Et là, on a plus d'investisseurs, on a du public aussi, on a des investisseurs privés, il y a des nouvelles personnes qui rentrent, et là, on fait un gros pack d'actionnaires avec tout le monde. Les anciens convertissent, donc les anciens investisseurs convertissent en actions. Et là, ça devient l'actionnariat de maintenant. Donc là, c'est vraiment, on va dire, le Mechanica d'après qui s'est construit et consolidé à ce moment-là. Ouais. Ok. Vous êtes toujours majoritaire à 3? Oui. Okay. Oui, tout à fait. Et vous avez l'intention de relever des fonds ou toi dans le futur, dans votre stratégie globale C'est la grosse question qui se pose à l'heure d'aujourd'hui, puisqu'en fait les investisseurs les plus anciens, ils commencent à nous demander un petit peu quel est le plan ? Quand est-ce qu'ils vont pouvoir sortir ? Parce que voilà, ils sont patients, ils sont chouettes et ils sont encourageants, donc ils sont pas en train de nous mettre la pression pour sortir en faisant x3 sur leur gain, sur leur mise initiale. Mais ils veulent quand même un petit peu un plan. Et c'est normal, sinon dans ces cas-là, t'investis dans l'immobilier et pas dans une start-up, dans un capital à risque. Donc ça, c'est un peu tout le jeu, puisque maintenant, nous, on n'a pas spécialement envie de relever des fonds tout de suite.
Voir, j'ai pas envie de dire pas du tout, parce que il faut pas fermer la porte. Peut-être qu'on aura de nouveau une forme d'excitation et d'énergie qui revient. Mais là, en fait, on a réussi à stabiliser un bateau, on est rentable, on a une chouette croissance, et en fait, on a envie de continuer un petit peu comme ça pour l'instant. Donc, ce qu'on va peut-être potentiellement devoir faire, c'est à un moment donné emprunter de l'argent, puisque maintenant on est solvable, à la banque pour en fait rembourser les investisseurs petit à petit. Et vous rachetez vous-même que Mécanica rachète ses parts. Ouais. Okay. Petit à petit. Okay. Donc on verra, ce sera peut-être quelque chose comme ça et qu'on rembourse petit à petit, le prêt. Ouais. Ce qui renforce aussi votre position dans la boîte. Oui, et puis en fait à un moment donné, on serait potentiellement maître de notre propre bateau à 100%, quoi. Donc okay. Vous avez genre à 3, vous avez 60%, quelque chose comme ça ou... Oui, un peu plus, ouais. Okay. On a 22% chacun, 22% et demi, ouais. Okay. Je pense, oui. Ok. Et ouais, pour que ce soit aussi compréhensible, encore une fois, pour ceux et celles qui sont peut-être moins dans ce domaine-là des levées de fonds, la logique, c'est que tu lèves des fonds, en général, quand tu veux, en gros, développer ta croissance. Comme dans tous les enjeux, finalement, que tu as expliqué, c'est des bons exemples. Mais quand tu as une boîte rentable, quand tu lèves des fonds, c'est qu'en général, tu veux peut-être aller sur un nouveau marché. Oui, tout à fait, que tu vas avoir des grosses dépenses. Je sais pas, tu vas devoir... Imaginons un moment, vous faites une nouvelle stratégie, vous voulez avoir un entrepôt beaucoup plus industriel, j'invente, avoir une chaîne de production beaucoup plus puissante. Là, ça va nécessiter potentiellement des fonds, mais encore une fois, tu pourrais dire, si j'ai un emprunt, il y a des mises. Ouais, ou alors démarrer un nouveau segment vraiment très différent. De dire, en fait, Mécanica, ça peut être une plateforme en ligne avec d'autres services. On peut démarrer un outil beaucoup plus innovant et technologique, où il y a énormément de R&D et de capital d'investissement de base. Voilà. Mais donc pour ça, oui, effectivement, il faut aller chercher une idée en plus. Et encore une fois, si tu sais la financer par de la dette, c'est aussi potentiellement plus sympa pour toi pour diluer ton capital. Oui, tout à fait. Et ça a été quoi une fois j'imagine que là maintenant tu me dis ça se stabilise, mais je me souviens, vu que ça fait 1 an et demi que je te tanne pour que tu viennes sur ce micro, si on fait un peu cette période moins ennuie, on est début 2024, ça veut dire qu'en 2023 vous arrivez à stabiliser, là vous récupérez les fonds, et là vous stabilisez la machine. Ouais, et puis là en fait on se met à du coup pouvoir enfin engager, à créer des pôles, en fait, à dire en fait on va avoir un vrai pôle marketing avec une responsable marketing, on va engager des vendeurs, on va commencer vraiment à structurer beaucoup de process qui sont pas uniquement liés à la supply chain en fait et aux produits. Et c'est là où en fait la machine s'emballe, parce que du coup on a des personnes compétentes qui se mettent à vendre, à faire un peu de marketing, il y a tout ça qui se consolide et en fait c'est sûr qu'à 3 on peut faire pas mal de choses, mais à un moment donné c'est ce qui décuple les efforts, c'est d'avoir plein de têtes différentes qui réfléchissent en même temps au même projet, et donc c'est là qu'on commence à accélérer et à vraiment avoir des volumes de vente chouettes. Okay. En vente directe, du coup. Donc là, on est confortable, on maîtrise nos canaux. Et c'est quoi vos canaux ? Donc beaucoup de ventes directes via les vendeurs. Okay. Donc en fait, on est très visible. Il y a beaucoup d'awareness et on est de visibilité en ligne. Donc je pense qu'on est présent sur forcément les réseaux sociaux, etc. On a beaucoup de tutos en ligne sur YouTube. Donc on a du contenu un peu à gauche à droite, pas mal d'articles techniques sur notre blog qui sont des bonnes portes d'entrée aussi, je pense. Mais on va pas souvent vendre en ligne. Il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent faire des achats de plusieurs milliers d'euros, voire maintenant pour les grandes gammes Fab, etc., de plus de 10 000, voire le pack full option, c'est quasi 20 000. On n'achète pas ça en 2 clics en ligne. On a envie de parler à un humain. D'ailleurs, je vois que quand tu vas sur le site, les prix sont pas directement là. C'est que tu vas sur Fraisage CNC, tu as le détail du Il y a les présentations de produits, etc. Et puis tu vas plus d'infos aux boutiques, mais il n'est pas d'entrée de jeu, et je comprends, c'est stratégique. Bah oui, c'est à un moment donné, en fait, les gens, ils ont aussi beaucoup de questions par rapport à leur investissement. Ils disent, si j'achète une machine à 10 000 euros, moi voilà, en fait, je suis menuisier, je veux faire tel type de projet. Comment ça marche ? Est-ce que ça va vraiment répondre à mes besoins ? Et pour ça, on a une super équipe de vendeurs qui sont assez techniques et qui, en fait, prennent le téléphone ou les emails et répondent, accompagnent. Et souvent, c'est comme ça qu'on close les ventes. Ok. Mais donc, ça va être... de l'inbound, donc entrant, exactement, via donc t'as l'awareness, tu disais, donc la chaîne YouTube, Insta, j'imagine aussi. Ils arrivent sur le site. Il y a plus d'informations. Ensuite là, il y a un process. Il dure combien de temps en général le process de vente ? Des fois il est long. C'est ça le problème, c'est que sur certaines machines, des fois les gens font un emprunt bancaire. Donc là il y a aussi besoin d'attendre la banque, etc. Pour les grosses, vraiment, je parle des. Mais donc voilà, pour les plus petites machines, je dirais que c'est des cycles de vente de 1 ou 2 mois. Pour les grosses, parfois c'est 6 mois. Ok. Ouais. Pas pour tout le monde, forcément, des fois il y a des gens pressés et ça marche, surtout en fin d'année. Donc à la fin d'année, c'est toujours une belle période pour nous. Mais Et il y a du cold calling, comme on dit, donc pas pour l'instant. Pas du démarchage, non. Pas pour l'instant, mais on aimerait bien démarrer les canaux outbound.
à partir de l'année prochaine, donc c'est une des stratégies de 2026, c'est d'avoir un profil qui va aller beaucoup plus vers l'extérieur, trouver des canaux de vente, potentiellement y retrouver des revendeurs, parce que là on fait plus de distribution, mais on a des revendeurs plus petits, avec qui on a des relations assez proches. Comment tu différencierais les deux? Donc un distributeur... C'est vrai que c'est plutôt une vue de l'esprit ou un terme, hein, c'est plutôt en termes de taille, mais c'est un peu la même chose, t'as raison. Oui. Mais donc, par exemple en Allemagne, c'est vrai que c'est plutôt un distributeur, on travaille avec Sauter Shop, qui est un gros revendeur d'outillage et de machines en tout genre en Allemagne. Et eux, par exemple, ils nous ont permis de vraiment démarrer un peu le marché en Allemagne, de pénétrer le marché, puisqu'ils parlent la langue, connaissent mieux le marché que nous. Là où c'est plus difficile en fait d'arriver et de dire comment est-ce qu'on va en Allemagne en fait. Ouais, souvent d'ailleurs, quand on entend d'autres entrepreneurs qui vont dans un pays, il y en a souvent un des fondateurs ou fondatrices qui part dans le pays et qui lancer la marque et qui ouvre le pays. Ouais, tout à fait. Parce que c'est souvent un enjeu compliqué quand tu passes par que tu engages une personne, mais il ne connaît pas le produit, donc j'avoue que l'enjeu du distributeur à ce moment-là ou du revendeur, il est pertinent. Bah oui, tout à fait. Et donc c'est exactement le profil qu'on cherche pour 2026. Donc si quelqu'un nous écoute, donc quelqu'un qui est prêt à qui prendrait la camionnette avec une machine dans le coffre et qui irait montrer un peu tout ça et démarcher des gens et aller sur des festivals, des foires. Et Ok. Je repars sur un complètement autre sujet là, mais qui est important pour moi, c'est que tu as monté ça avec des amis. Comment tu gères une boîte avec des potes? Vous avez vécu des montagnes russes. Ouais. Depuis, donc d'abord dans le garage avec Martin, puis Roldan est arrivé, qui à la fois, si je comprends bien, à la fois, je sais pas si c'est celui qui a apporté, je vais pas dire les mauvaises nouvelles, je vais exprimer, mais qui a peut-être enlevé le côté rêve. Juste des valeurs, juste pour faire de l'open hardware, ça va être génial et les gens vont prendre nos machines, qui a amené le côté un peu reality check. Comment est-ce qu'on en fait un business, quoi? Voilà. Ouais, tout simplement. Ouais. Mais à la fois qui était nécessaire pour que tu puisses vivre de votre projet. Évidemment. Vous êtes passé par des grosses situations douloureuses aussi. Comment votre amitié a survécu à tout ça? Mais il faut vraiment cloisonner en fait. C'est-à-dire que le moment où tu es à trois autour d'une table et qu'il faut parler d'un sujet compliqué, c'est là on n'est pas en train d'avoir une discussion qui est en rapport avec l'amitié. Forcément il y a de la connivence et c'est difficile de la faire partir, mais il faut essayer de pas trop amener de l'émotionnel et être juste parler, d'être direct, se dire les choses. C'est hyper important, je l'ai remarqué, d'avoir une communication très transparente, et ça on arrive tous les trois à le faire. Dès le début. C'est des choses qui se mettent en place au fur et à mesure, clairement. C'est pas toujours simple au début de scinder les deux, surtout quand il y a de l'affect. Mais non, je pense qu'on fait ça assez bien en fait. Et puis avec le temps, maintenant, on se connaît très très bien. Et donc, je pense qu'on se sent quand on est en réunion tous les trois, quand il y a à un moment donné un petit truc on arrive assez facilement à diffuser ou à rendre la communication plus simple, ou en tout cas plus direct. Ouais. À se dire les choses en tout cas. Ouais. Et puis après, derrière, quand on se voit en dehors du taf, c'est d'essayer de faire l'effort de ne pas parler du taf. Voilà. Mais c'est important, hein. C'est vraiment important. Parce qu'en fait, si on se revoit dans un autre cadre avec d'autres amis le soir pour un verre ou le week-end, vous pouvez partir en tunnel. Ça peut aller très vite. En fait, tu te racontes la journée, et puis après tu pars dans un sujet, et puis non, mais stop. En fait, on parle pas de ça. On parle d'autres trucs, quoi. Sinon, en fait, l'amitié se transforme ça devient des collègues. Ok. Ouais. À quel point l'énergie elle est différente maintenant qu'il y a... C'était il y a 10 ans au début avec Martin, mais j'imagine... là, tu viens d'être papa depuis 6 mois. Ouais. Martin, lui, il est en 4-5e, justement. Bon, après, c'est pas qu'il taffe moi, il a aussi le projet Studio Biscuit. C'est ça, donc, je pense qu'on a tous... Il y a un peu moins d'effervescence et il y a plus de pragmatisme, un petit peu sur ce qu'on peut faire aussi sur une année. Moi, personnellement, en tout cas, j'ai toujours été un immense optimiste. T'es dans cette team-là, toi. Ah oui, voilà, je suis comme ça de nature. Et voilà, maintenant, avec le temps, je commence à réussir à beaucoup plus facilement me dire, 2026 va être fait de ça, et non, pas de ça, et pas de ça, et tant pis. Et pas être frustré par ça, parce que ça c'est difficile aussi. Quand il y a beaucoup d'idées, de réussir à se dire non, c'est bon, elles attendent, ou on les fait pas du tout, et c'est ok en fait, de pas shooter dans toutes les directions, sinon on manque toutes les cibles. Et donc il y a un peu donc ça vient de l'expérience, je pense, et de la maturité. Et puis je pense qu'il y a un second souffle qui s'est installé là où en fait on était fort crevés quand même vraiment à l'issue de tout ça, je dirais il y a 1 an ou 2.
Tous les 3. Et parce qu'après, il y a un autre challenge dont on parle pas, mais c'est de monter une équipe et de bien faire le recrutement et de réussir à... Oui, c'est une de mes questions. Ouais. Et ça a été difficile, clairement. T'es un bon manager, Max? J'en sais rien, c'est pas moi qu'il faut demander. Je fais manager, voilà, je m'estime un peu plus... Les gens que je manage, ils sont tellement autonomes et compétents qu'en fait, c'est plus... je suis plutôt un point de contact dans l'entreprise, pour voir un peu comment les choses avancent, pour réfléchir au projet d'année et ce genre de choses et garder la motivation. Mais qu'est-ce que je voulais dire? On parlait de recrutement, puis j'étais... Oui, mais donc tout ça pour dire que là, je pense qu'on a un peu un second souffle après être passé par tout ça, et où il y a clairement beaucoup de kiff qui revient au quotidien. Les projets sont vraiment chouettes, on réouvre pas mal de portes qui sont vraiment excitantes. Et, Comme ben là, par exemple, moi, je travaille sur un nouveau projet qui est un nouveau contrôleur, donc ce que j'avais pas pu faire tout au début, je le fais maintenant. Donc là, je vais m'éclater. Je démarre un projet d'un contrôleur qui pourrait piloter toutes sortes de machines numériques, donc pas que des fraiseuses, mais des imprimantes 3D, des lasers, sans devoir changer le boîtier. Donc une nouvelle gamme de produits aussi? Ouais, ce serait un produit à part entière, je pense. Parce que donc forcément, on l'utiliserait pour nos machines à nous. Mais en fait, c'est le point de départ de la suite pour Mechanica, c'est de faire d'autres machines numériques. En fait, il y a plein de sortes de machines numériques. On peut faire de la découpe plasma, de la découpe avec des couteaux pour couper du cuir. Quoi, de la découpe plasma? Plasma, c'est une torche qui envoie un faisceau plasma et qui découpe des tôles d'acier. Ça permet de découper numériquement des énormes tôles. Okay. Très industriel, mais aussi assez demandé, c'est assez utile. Et donc là, mais après j'en passe, mais il y a toutes sortes de technologies de fabrication numérique qui sont industrielles, mais qu'on aimerait miniaturiser pour de nouveau ramener ça un peu localement et ouvrir les possibilités aux gens. Et en fait, le point de départ pour moi, c'est un bon contrôleur qui peut piloter toutes ces choses-là avec une interface unifiée. Ouais, et donc ça, parce que quand j'étais venu, j'ai été visiter du coup Mechanica quand c'est vu il y a 1 mois et demi là. Ouais. Et en parlant avec Martin, donc j'avais compris que donc vous avez fait un énorme focus sur le hardware. Donc là, vous avez du coup, si je comprends bien, un petit peu externalisé le software. Et là, vous voulez potentiellement l'internaliser. Exactement. Pour en faire un asset de la boîte. Quoi. Exactement, parce qu'en fait, il y a énormément de choses à faire en termes de fonctionnalité pour les utilisateurs, etc. Moi, je pense que le futur de la production locale et artisanale, elle passe aussi par diminuer un maximum les barrières à l'entrée de ce genre d'outils. Et beaucoup de celles-là, elles sont liées à ce qu'on disait tout à l'heure, qu'on a effleuré, mais de dire que pour fabriquer un objet avec une fraise numérique, il faut l'avoir en 3D d'abord. Soit c'est nous qui l'avons dessiné, soit on a trouvé un modèle en ligne. Mais derrière, il faut quand même aller définir les chemins de l'outil. Dire, mon outil, il va faire telle taille, il va passer à tel endroit, il va découper à telle vitesse. Et ça, c'est des connaissances qu'il faut acquérir. Et je pense que là, on arrive à un moment où il y a moyen de simplifier ces choses-là énormément dans le workflow d'utilisation des machines. J'ai pas envie d'utiliser le buzzword AI, mais ça va être utile et ça va être implémenté là-dedans, parce que clairement, il y a moyen de vraiment pas créer des machines complètement autonomes et intelligentes, mais d'avoir un vrai assistant qui vient en fait t'aider quand toi tu fabriques, qui vient t'aider à faire des bons choix ou à pas devoir te prendre la tête avec les trucs qui sont pénibles en fait. Et donc là, tu t'es remis en mode vraiment R&D. Tu codes, tu chipotes électroniquement, mécaniquement. Voilà, c'est ça. Et mécatronique est en plein dedans, quoi. Ouais, là on est de nouveau en plein dedans, c'est super cool. Et en parallèle de ça, avec Martin, on travaille sur d'autres gammes, des machines plus robustes qui peuvent couper du métal, de la pierre. Donc voilà, il y a beaucoup de choses dans les tiroirs pour l'instant. Donc plus en CNC avec d'autres. Toujours CNC. Toujours CNC. Ouais, toujours CNC, mais des modèles encore un peu différents qu'on fait pas tout à fait et qui nous empêchent un peu d'aller dans une certaine niche qui est assez chouette aussi. Ok. Et ces bébés là que vous voulez sortir, c'est quand votre target? On va essayer de les sortir d'ici fin 2026 à mon avis. Okay. Le contrôleur, pas certain. Ça c'est tellement du développement long. Wow, on verra un peu comment ça avance parce que c'est ambitieux. Fin 2026. Fin 2026, j'aimerais bien avoir un MVP comme on dit, donc une première viable product. Ouais, voilà, c'est ça. Donc juste une preuve de concept, un prototype qui est vraiment bien fait et qui est presque un produit fini. Mais on verra. Okay. Après, là, c'est de la vraie recherche. Donc là, c'est plus dur. Ouais. Et là, tu fais ça avec ton équipe? Là, je fais ça avec un consultant. Okay. On n'avait pas envie de staffer. Voilà, maintenant, on est 17 dans l'équipe. J'allais te demander. Ouais, donc c'est super. On est une équipe assez incroyable. L'ambiance est super et moi, je suis très content de venir travailler tous les jours. Mais par contre, on n'a pas envie de faire trop grandir cette équipe non plus. Parce que, voilà, passer le cap des 20, ça va commencer à être d'autres challenges en termes de RH, Voilà, on a un bon équilibre, je trouve, actuellement. Et donc, on a décidé aussi, dans certains pôles, de plutôt faire appel à des services externes, plutôt que de vraiment rajouter de la masse salariale. Ok, 17 personnes. Et quel chiffre d'affaires
Vous ferez combien en 2025, tu penses? En 2025, on va faire... c'est toujours mieux de demander ça à Roldan, mais... on va faire 2 millions... Non, on a fait 2,7 millions l'année passée, on va faire 3,3 millions cette année. Ok. C'est l'inverse. On est autour de 3 millions, ouais. Ok. Ce qui est un bon ratio pour le nombre d'employés. Oui, là, du coup, ça nous fait un EBITDA positif de 100, 200 000, je pense. Ok. Voilà. Première année? Non, l'année passée, on a eu une année assez lune de miel. L'année passée, on a eu pas mal, avec des subsides, beaucoup de ventes, une marge beaucoup plus élevée que ce qu'on pensait à la base. On a eu une bonne surprise. Je pense qu'on a fait 300 000 de bénéfices. Ok, sur un chiffre. Ah oui, sur un peu moins de 3 millions de. Donc vous avez fait 10% de EBITDA, quoi. Ouais, c'est ça. Okay. Ouais. Donc ça, c'était l'énorme victoire. Ouais. On était très contents. Et oui, t'es parti 9 mois à Taïwan aussi. Oui. Dans toutes ces histoires, t'es revenu parce que t'allais devenir papa et donc t'as appris ça quand t'étais là-bas. Ouais, c'est ça. Ouais. Pourquoi t'es parti à Taïwan? Ouais, ça c'est très perso, mais oui, c'est avec ma compagne qui elle est pas de Belgique, donc qui m'a rejoint à Bruxelles parce que forcément à un moment donné, moi je développe Mechanica ici et c'était compliqué de commencer à imaginer me délocaliser. Et donc, je lui avais dit, on verra, on reparlera de tout ça dans 1 an ou 2 quand Mechanica sera stable. Oui, c'est ça. Très naïf. Et donc, l'optimiste. Et donc, voilà, elle qui revenait un petit peu avec, voilà, moi Bruxelles, j'ai un peu fait le tour. Et bon, voilà, c'est une question que chaque fois je posais. Et puis, on arrivait à un moment où elle avait plus trop de sens dans son boulot, avait vraiment envie de bouger. Et moi, j'ai senti que je devais un peu lâcher du lest. Et en fait, on est arrivé sur cette année lune de miel où on a fait 300 000 de bénéf, où on a une équipe en place qui est hyper compétente. Et donc, où moi, je me dis, bon, c'est peut-être le moment de peut-être faire un pas vers elle et de la mettre plutôt en premier avant le boulot. Pas que c'était pas le cas avant, mais en tout cas sur ce sujet-là. Et du coup, Martin et Roldan ont été hyper cool, ils ont tout à fait compris. Et donc voilà, j'ai fait une année quasi complète en remote. C'était un beau challenge. C'est hyper fatigant de faire des après-mentières en call, ça clairement. Parce que du coup, avec décalage horaire, moi j'avais la matinée seule, donc je bossais sur mes trucs. Donc ça, j'étais bien en mode tunnel tout seul, c'était bien. Mais l'après-midi, c'était beaucoup de calls, beaucoup d'organisation. Et là, c'était fatigant. Au bout de 5 heures en call, dans un petit cubicle, on a mal à la tête. Je comprends. Je vais pas m'en plaindre, mais oui, c'était un challenge, quand même. Ok. Et t'es revenu parce que t'allais être papa. C'est ça. Et en fait, voilà, elle, je pense qu'il y avait besoin d'un bol d'air, en fait, de juste un changement à un moment donné. Et puis, il y a d'autres opportunités pour elle qui se sont ouvertes. Puis aussi, le fait d'être maman, tout simplement. Ouais. Et donc là, on revient à Bruxelles avec... voilà, une nouvelle énergie à deux, super bien et très content aussi d'être de retour. Et de toute façon, en vrai, ça allait commencer à être compliqué pour le boulot. En fait, ce qui m'a permis de faire beaucoup de remote, c'est qu'on a décidé de complètement changer notre infrastructure web. Donc site web, CMS, voilà, un peu tout le tour de carrousel. Et j'ai été 100% responsable de ça. Et donc ça m'a pris, c'était quasi un mi-temps pendant 8 mois. Et t'as fait ça du coup à Taïwan, c'est que tu dis? Ouais, en partie, ouais. Et donc, mais bon, quand j'arrivais au bout de cette aventure-là, en fait, là, ça commençait à coincer typiquement avec Martin pour faire du design, etc. On avait des projets où il fallait prototyper et en fait, il était solo. et voilà. Et quand le site, du coup, c'est tout toi? Là, oui. Ouais. Vous avez pas, ouais, donc, du coup. Tout moi. Voilà, j'ai pas l'identité graphique, etc. C'est Martin qui l'a faite. Pratique comme skills. Et donc, mais donc, du coup, t'as pas du tout externalisé la création de ton site. Non. Là maintenant, la seule petite erreur par rapport à ça, c'est que on a un peu créé de nouveau vraiment une machine de guerre en choisissant des outils complexes, mais très très bien pour se permettre de grandir et de s'ouvrir la porte à des fonctionnalités nouvelles, type plateforme, communautaire, etc. Donc de pas être coincé avec un WordPress où on sait juste faire du blog, et avoir un e-commerce, etc. Et des potentielles fonctionnalités e-commerce un peu plus poussées aussi. Mais on n'a pas staffé en IT en interne et on compte pas le faire parce qu'en fait pareil ça rentre pas trop dans les budgets et donc en fait le problème c'est que ce site web mais donc c'est plus possible, donc en fait pour l'instant tous ces projets qu'on a qui sont assez chouettes selon moi, ils sont un petit peu en arrêt pour l'instant. Donc le projet, le site web, on est content de ce qu'il fait, il est beau. Ce projet, tu parles de quoi donc pour te citer des exemples, par exemple celui qu'on aimerait beaucoup faire, c'est une librairie de projets en ligne. Donc ça existe pour l'imprimante 3D. Typiquement, il y a des sites type Thingiverse où en fait tu navigues dans un catalogue d'objets 3D et tu dis ça m'intéresse, il y a beaucoup de likes, je le télécharge, je l'imprime et je l'ai chez moi. Un porte-savon, j'en sais rien, n'importe quoi. C'est de faire la même chose mais pour la CNC. Ça n'existe pas vraiment et je pense qu'il y a un potentiel assez gros à cet endroit-là. Et on a l'infrastructure web pour vraiment imaginer faire ça
de manière interactive, laisser à des utilisateurs la possibilité d'uploader des fichiers, voilà. Ah oui, ok. Donc voilà, on a mis en place beaucoup de choses. C'est pour ça que le nouveau site web a mis beaucoup de temps, parce qu'en fait, on a fait des choses un peu compliquées pour pas tout de suite les utiliser. Okay. Donc c'est un petit coup de poker pour le futur. Mais Et du coup, ça t'a mis en pause pour te concentrer sur le contrôleur, les nouvelles gammes avec Martin. Oui, parce qu'en fait, il y a des besoins ailleurs. Qui sont plus urgents que... Oui, en produits, en supply chain. Il y a d'autres sujets, quoi. T'as fait ça avec quelle techno? J'ai pris que des trucs open source. Le site web, il est complètement custom en Next.js. Donc c'est un framework React qui fait du front aussi. Et après, on a un CMS qui s'appelle Directus. On a peut-être perdu plein de gens là. Ouais, oui, je sens rentrer dans le spécifique. Mais donc, Content Management System, c'est un CMS. Oui, tout à fait. Qui va te permettre, typiquement, moi, j'utilise une technologie qui s'appelle Webflow, qui permet du coup de. Ah, c'est bien Webflow, de faire mon site. Et donc, j'ai pris module CMS pour pouvoir justement faire un blog, Content Management System, donc système de gestion justement du contenu. C'est ça, exactement. Et donc, toi, tu as parlé du coup d'un framework spécifique. Mais... En fait, oui, voilà. En fait, j'ai tablé sur que des frameworks open source, du coup. Donc, on a accès à tout le code, on peut tout modifier, là maintenant ça fonctionne. Notre e-commerce aussi, c'est pas un PrestaShop. Comment tu vulgariserais le terme framework C'est en gros, quand on code un site web ou autre chose, ou un programme, on n'a pas envie spécialement de réécrire toutes les lignes de code pour faire des fonctions qui sont en fait des fonctions blocs dont tout le monde a besoin. Et donc en fait, le framework c'est des pièces de Lego qu'on va plutôt assembler que réellement réécrire. Donc en fait, ça nous permet d'accélérer la construction parce qu'en fait, à un moment donné, on a accès aux bonnes pièces parce qu'en fait, il y a des fonctionnalités dont tout le monde a besoin. Okay. Un add to cart, voilà, à un moment donné, tout le monde a besoin de pouvoir faire ça sur un e-commerce. Ajouter au panier. Voilà. Et du coup, il y a un bloc dans le framework qui permet de faire ça facilement, quoi. Ok. C'est pour simplifier. Et front-end et back-end, la différence. Donc front-end, ça va être du coup tout ce qui va être visible, donc l'interface de ton site web, le front-end. C'est ça, exactement. Le fait qu'il y ait un petit bouton bleu, un petit bouton rouge. Et le back-end, c'est tout ce qui se passe derrière quand vous cliquez sur ce petit bouton. Ouais, exactement. Ouais. Et donc voilà, en fait, ce qu'on avait avant, c'était une architecture très monolithique où on avait tout sur Odoo. C'était, Ok. Mais compris le site. Oui, tout. Et en fait, c'est ça qui nous embêtait, c'est qu'on était hyper coincés dans cette architecture très très fermée. Et donc, à un moment donné, on a dit en fait, on fait l'inverse, on choisit des solutions qu'on aime vraiment pour ce qu'elles font de manière précise, donc l'e-commerce, le CMS, le front, et on les intègre. Et donc, en fait, tout ce beau monde, il discute avec des API, qui sont en fait des manières juste d'échanger de l'information, que ce soit des transactions pour le site, pour l'e-commerce, ou que ce soit des images pour le CMS et le site web. Et vous utilisez toujours Odoo comme base comptable et donc, voilà, et Odoo, production. Et Odoo reste le squelette de l'entreprise, donc le RP, qui permet de faire les achats. Voilà, on a mis plein d'acronymes. Donc ERP, c'est Enterprise Resource Planning. Donc c'est vraiment un outil de gestion d'entreprise. Tout à fait. Qui a plein de fonctionnalités. Donc Odoo, c'est vraiment, il fonctionne par module. Donc tu peux avoir un module comme une vingtaine, une trentaine. Donc tu peux avoir ton module comptable pour gérer la comptabilité de ta boîte, un module faire des devis, un module pour gérer ta production, ton stock. Exactement. Et ils ont aussi un module site web. C'est pour ça que Max explique qu'on peut en gros avoir tout faire avec Odoo, créer ton site web qui va faire que en fait quand tu vas cliquer sur le bouton, quelqu'un va cliquer sur le bouton ajouter au panier, que ça va être la personne va payer et commander. Ça va rajouter une information dans ton module du coup production, ton stock. Ça va également générer une facture qui va être liée à ta comptabilité. Donc tu peux vraiment créer. Donc c'est très pratique. C'est très pratique, mais comme toute limite, comme chaque fois qu'il y a beaucoup d'avantages, t'as des limites. Ça veut dire que c'est en termes c'est moins customisable, c'est trop générique. Donc quand tu veux commencer à jouer dans les directions dans lesquelles tu as envie de jouer, souvent, du coup, ça peut être ennuyant. Et donc là, tu as pris un peu, j'avais entendu best of breed, c'est quand tu... Tout à fait, c'est le terme. Voilà. Best of breeds, donc on choisit les meilleures races de logiciels, celles qu'on préfère, et on décide de les interconnecter. Et donc du coup, c'est d'autres enjeux technologiques, c'est que tu as plus de dépendance, c'est peut-être plus compliqué à maintenir. Oui, voilà, c'est ça, c'est un peu plus de challenge. Et que tu as pris tout seul. Voilà, c'était bien rempli comme problème. Waouh, quand même impressionnant. Et Papillux Sound System dans tout ça. Ah là, on passe du coq à l'âne. Écoute, il y a des trucs, on reviendra, mais il y a des trucs que j'ai... Déjà, qu'est-ce qu'on peut... tu m'as un peu dit, mais c'est quoi, toi, ta vision, après, alors Papillux dans 2 minutes, mais c'est quoi ta vision long terme pour Mechanica? Tu m'as un peu parlé des projets, de ce qui se met en place 2026, début 2027, mais toi, t'as envie de... Comment tu te vois là-dedans?
Moi, si je peux continuer à garder ma casquette développement technique, je suis ravi. Moi, c'est ce que j'adore, c'est mon ADN, c'est ce truc-là. Donc, il y a encore tellement de choses à développer que là, vraiment, on peut encore partir pendant 20 ans, il n'y a aucun problème. On a plein d'idées. Voilà, j'apprécie de plus en plus être du côté un peu plus managériel, on va dire. Un truc que je découvrais au début, maintenant je commence à apprécier aussi. Gestion d'équipe. Donc ça, j'aimerais bien continuer à garder, évidemment. Et puis, alors voilà, les décisions stratégiques, ça, c'est ce qui me botte aussi le plus, de dire, OK, c'est quoi la direction sur le plus long terme, la stratégie produit, vers où on va. Et donc voilà, moi, si j'arrive à garder ce mix là comme je l'ai pour l'instant, ça fait un peu moins d'une année où je suis vraiment là-dedans, dans mon quotidien, ce serait génial, quoi. Ouais. Et avec la réalité, comparé à la réalité que tu as vécue, où tu t'es retrouvé finalement à gérer, comme tout lancement d'entreprise, des choses. Oui, tout à fait. Ou aussi, quand malheureusement, il y a des gens qui partent dans l'équipe, qui avaient un rôle clé, où en fait, la bouée de sauvetage, c'est qui? C'est un des cofondateurs, en fonction des affinités. Et donc, voilà. Évidemment, tu as dû gérer tous les achats, Martin m'a dit. Oui, là, typiquement, quand j'étais à Taïwan, d'un coup, on m'a annoncé qu'il y avait un départ. Voilà, c'était une super chouette employée. On s'est quitté en très bon terme. C'est juste qu'elle disait, voilà, moi, j'en peux plus de vivre à Bruxelles, j'ai envie de vivre dans le sud, à Marseille, je m'en vais. Ouais, t'étais à Taïwan, tu pouvais pas dire que tu comprenais pas. Oui, exact. Qu'est-ce que j'allais dire? Et donc voilà, là, à distance, j'ai dû faire de la supply chain, c'était hyper chaud. Et donc oui, il y a un moment donné, là, je suis hyper content d'être plus stable dans mon quotidien. Ouais. Ok. J'ai l'impression que j'avais une autre question. Ah oui, c'est quoi les... Donc là, allez... D'un point de vue extérieur, quand tu me dis, voilà, vous êtes 17, vous voulez pas trop grand, enfin, c'est une croissance stable, vous êtes pas mal, grandir plus, c'est dans le RH, à la fois, pour, j'imagine, soutenir une croissance, il y a un moment, sera nécessaire. Mm-hmm. Tu me parles que toi, t'es potentiellement un bottleneck, donc un étau au niveau de l'IT. Mm-hmm. C'est quoi tu m'as aussi parlé vous avez des enjeux marketing, malgré que ça s'est amélioré. Là, c'est quoi, si tu te projettes l'année 2026, ça va être quoi les enjeux pour Mechanica? Les gros enjeux, ça va être, en termes de vente, ça va être de réussir à pas faire grandir l'équipe de vente, mais soutenir la croissance. Donc là, on a 2 vendeurs qui font déjà beaucoup. Là, on leur a demandé de faire encore un peu plus. Donc il va falloir vraiment aller équiper, aller rendre les process plus efficaces, aller les délester de certaines choses qui les parasitent dans leur quotidien et ajouter du coup un vendeur outbound qui va développer des marchés plutôt sur la revente. Au marketing, on a 2 personnes qui viennent d'arriver, qui sont super chouettes et très compétentes et qui ont plein d'idées. Donc là, l'ambition, c'est de voir à quel point on va réussir à mettre en place toutes les idées qu'elles ont. C'est génial et je suis assez excité de voir tout ça. Mais c'est un challenge parce que là, on a bien reconstruit notre marque, surtout en ligne. Mais maintenant, il faut déployer autour de ça. Et l'enjeu produit, c'est Martin et moi, là, on fait un peu des paris sur le long terme. C'est qu'on développe des choses plus complexes pour la première fois depuis longtemps. Et donc là, on nous attend au tournant. C'est que derrière ces trucs-là, ça doit marcher. Et on a intérêt à pas s'être trop trompé sur ce qu'il fallait faire. Mais je suis assez convaincu que ce qu'on fait, c'est bien. Mais bon, voilà, c'est l'avenir qui le dira. Donc ça, c'est un peu les enjeux de l'année prochaine. Et je pense que sur le long terme, les autres enjeux, c'est de réussir à faire les projets qu'on a dans les tiroirs qui aboutissent pas ou qui voient même pas le jour parce qu'en fait, on manque de ressources internes. En l'occurrence, ce dont je te parlais, plutôt les librairies de projets en ligne, l'aspect plus communautaire. En fait, on a une super chouette communauté d'utilisateurs, mais il y a aucun endroit pour les faire échanger. Et donc, pour ça, il faudrait créer une plateforme. Et bon, là, on arrive sur des types d'entreprises super différentes en fait, mais avec potentiellement des business models différents aussi, qui pourraient être intéressants. Ok. Vous avez vendu combien de produits au total? Enfin, pas les accessoires, mais que ce soit les 3 types de CNC. Moi, je dirais, en sérigraphie, à mon avis, on a dû vendre 1000-1500 kits dans ces eaux-là. Et en CNC, on doit être à 600, 700. Ok. Tout confondu, je pense, ouais. Comment tu vas t'assurer que ce que tu développes va répondre à un besoin client? Parce que là, tu dis, voilà, t'es en recherche et développement. On dit souvent l'enjeu que au plus tôt tu mets sur le marché, au plus tôt tu testes justement ton proto et que tu vérifies que ça répond à un besoin, au mieux c'est, pour pas perdre des heures et des centaines d'euros et des milliers d'euros là-dedans. Comment tu fais dans un secteur comme le tien? Alors, déjà, il y a une grande étape de benchmarking. Regarder un peu ce qui se fait à gauche, à droite, suivre les tendances et comprendre un peu aussi les besoins. Donc nous, on a pas mal de besoins qui remontent de la vente, où en fait ils disent on vient de perdre une vente parce qu'en fait il n'y avait pas ça. Donc nous, ça nous aide à identifier aussi le type d'accessoires, le type de besoins en fonction des clients. Et derrière, il y a énormément de feeling. Ça, clairement, je vais pas te cacher qu'on bosse beaucoup comme ça avec Martin. Il y a beaucoup d'intuition, mais
Mais là, typiquement, sur les développements qu'on fait maintenant, on va essayer d'aller tester un peu plus cette intuition en amont pour essayer justement d'éviter un peu la cata, de sortir un produit qui prend pas du tout. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est plutôt aller... parler à vos clients, vos prospects. Ouais, un petit peu, ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, on parle souvent d'études de marché et de ce genre de choses. Moi, j'aime pas trop ces mots fourre-tout parce qu'en fait, Ah non, je pense que tu dois confronter. Tu dois faire essayer, quoi. Oui, tu voilà. dois voilà, il faut être plus concret et plus ciblé et éviter de s'éparpiller, essayer de se dire, on va quantifier c'est quoi le marché possible pour le fraisage de pierre bleue en Belgique. Voilà, non, après tu peux faire l'exercice pendant quelques heures pour te donner une idée du marché. Puis tu dois en comparer 3, te dire bon, voilà, il y en a peut-être un ou deux qui ont plus de potentiel que le troisième. Exactement. Ouais. Mais une fois que tu veux. Mais ça a ses limites. Oui. Ouais, ça a ses limites. Parce que la réalité, c'est en fait les besoins des gens. Ouais. Ok. Ouais. Tu vois mon regard. Non mais t'as rien de DJ, merde. Ah, le DJing. Non mais en fait. Elle a commencé tôt. Pourquoi je t'en parle, c'est parce que comme ça tout le monde fait les liens. Donc Nicolas Clémis dont on parlait de Home, épisode 10, du coup l'SBL projet Art Science. Tu as un duo. DJ avec. Et pourquoi je me permets d'en parler? Parce que déjà c'est mon podcast, et du coup c'est ce que je veux. Que vous êtes venu jouer à la Petit Camping, du coup le festival qu'on a organisé aussi. Ouais, c'était super. Et puis surtout, moi ça me passionne de savoir que t'étais DJ pour mariage. Limite j'ai envie de plus savoir ça que toute ta carrière avec Nico. Écoute, je vais démarrer là alors. En gros, moi j'ai commencé à faire de la musique quand j'avais 12-13 ans. Okay. Au début c'était plus je vais apprendre la guitare, un peu classique. Oasis, Wonderwall autour du feu. Voilà, exactement ce genre de délire. On se dit pourquoi pas, j'ai un coup à jouer. et puis la suite, c'est plutôt là je me mets à faire des beats sur mon ordinateur. J'avais un petit groupe de rap quand j'avais 15-16 ans. Voilà. Et donc c'est là que je commence à me rendre compte que ce que j'adore faire, c'est chipoter, musique, produire de la musique électronique. Et à ce moment-là, je bifurque vers la musique électronique plutôt dansante, house, etc. Et donc à ce moment-là, donc là j'ai 16-17 ans, je me dis mais en fait pourquoi pas commencer à animer des soirées pour gagner de l'argent. Moi de nouveau j'avais un peu cette idée de pas avoir envie de faire des student jobs l'été et je me suis dit bon pourquoi pas étaler ça l'année et de temps en temps animer une soirée et me faire un peu d'argent de poche quoi. Et donc j'ai récupéré du vieux matos à mon père qui m'aidait à retaper, des lampes, toutes sortes de trucs. On a investi aussi un petit peu. Et un de mes mon pote, Greg, il se reconnaîtra s'il m'entend ou s'il écoute le podcast plus tard. On a créé le duo les DJ Brothers. Et là, ça a pas mal pris. Du coup, dans la région d'Arlon, on a commencé à faire beaucoup de soirées, donc de nombreux mariages. J'ai dû faire, je sais pas moi, une vingtaine de mariages dans ma vie. Ouais, t'étais quand même moins sur de l'électro, plus sur de la commerciale. Quoi. Donc là, on mettait de la musique en tout genre. On faisait danser les gens sur à peu près tout. Mais du coup, ça a lancé un peu cette affinité sur le fait de mixer et d'animer une soirée. Mais ce qui est marrant, c'est que peu importe si tu fais un mariage ou maintenant une soirée plutôt électro, il y a quand même un skill que tu développes avec le temps, c'est juste réussir à lire un public. Et ça. Mais si c'est pour mettre un rock ou si c'est pour mettre une chanson techno derrière, ben en fait, c'est un peu le même feeling. Comment tu lis du coup un public? Bah, tu regardes un peu les réactions, tu regardes qui prend, qui repart, le body language. Tu sens assez vite en fait quand tu viens de changer. Si ça a pris ou pas, en fait. Ou si les gens se forcent un peu à rester parce que pour X raisons. Mais donc voilà, donc ça c'est. Puis à un moment donné, cette aventure-là, elle s'est arrêtée avec les études. DJ Brothers, Ouais. Et moi, par contre, j'ai continué à produire un peu de musique et à vouloir continuer à mixer. Donc j'ai fait un peu ça seul. Et puis du coup, avec Nico, on est devenus très forts amis après les études. Et plus on discutait musique à deux, plus j'étais là. Mais en fait, il y a un match énorme sur les goûts musicaux qu'on a. Et je me souviens encore du moment, on était en festival à deux. Il y a eu un petit moment de bon, Nico, est-ce qu'on ferait quelque chose à deux? Et un grand oui. Et puis du coup, ça a démarré. Et là, depuis maintenant 4-5 ans, non, quand même pas. Ouais, au moins 4 ans, je pense. On mixe à deux, donc on mixe en soirée ou en festival. Et on s'amuse beaucoup en faisant ça, quoi. Et du coup, à part les events, je sais que tu vois, à un moment, vous avez pour une expo de Home ou quoi, vous aviez mixé là. Tout à fait, Petit Camping, du coup c'est l'opportunité que de potes à vous organisent un festival. Donc le contexte c'est Petit Camping, c'est comme je disais, je l'ai déjà dit avant en fait. Je pensais que je l'avais pas dit. Un festival qu'on a organisé, mais il y a d'autres occasions, on vient vous chercher. Là on a moi j'ai mixé, mais Nico était pas disponible malheureusement, mais dans un festival à Munich là l'été, et là cette année on va encore mixer au Flora fin de l'année, et puis au bar du marché aussi. Donc là il y a des petites dates qui sont dans le four, donc on va bien préparer ça.
Mais derrière, voilà, il y a un autre enjeu qui est le même enjeu que celui dont on parle pour Mechanica, pour n'importe quelle aventure. Les priorités. Mais non, mais c'est aussi si on veut vraiment faire quelque chose d'un peu plus sérieux, comment on s'y prend, quoi. Et c'est l'ambition ou c'est un questionnement? On a envie tous les deux. Okay. Moi, c'est juste qu'à un moment donné, je peux pas tout faire non plus. Donc voilà, je viens d'être papa, comme tu l'as dit. Il y a Mechanica, et donc je peux pas tous les week-ends passer mon temps à aller à mettre de la musique en soirée, mais ça m'amuse beaucoup et que c'est ma grande passion. Mais oui, je pense qu'on va essayer de trouver un chouette équilibre ou un entre-deux qui nous plairait à tous les deux, parce que Nico est super occupé aussi. Mais on a une volonté tous les deux de garder ça en hobby plus quoi, on va dire. Voilà. Ok, un hobby bien présent. Ouais, sans en faire une carrière de DJ international. Hein. C'est le nouveau DJ Brothers. Voilà, c'est ça. Ok. Bah, génial. Merci Max, franchement, on fait un beau tour. Est-ce qu'il y a des choses que j'ai pas posées comme questions, des questions qui... Non, on a parlé de beaucoup de choses. Hein. C'est vrai qu'on a été un beau tour. Ouais. Oui. Peut-être un peu aussi de ces valeurs d'open source et d'open manufacturing dont on n'a pas trop parlé pour Mechanica, mais où en fait, c'est aussi des concepts, j'ai l'impression, qui sont assez nouveaux, où les gens ne sont pas hyper familiers, mais j'aimerais bien insister un peu là-dessus, parce que c'est quand même, selon moi, des enjeux hyper importants, surtout dans la société dans laquelle on vit. En fait, rendre des objets ouverts, ça a des conséquences à pas mal d'endroits et elles sont hyper importantes dans notre contexte. Si on prend par exemple les grosses crises dont le Covid, où la supply chain mondiale s'est un peu effondrée, on se rend compte qu'en fait, avoir des moyens de production locale, en fait, ça nous rend beaucoup plus résilients. Ça nous permet aussi de fabriquer des objets qui sont plus adaptés à l'endroit où on les produit. Donc, on ramène la valeur là où elle est produite. On peut personnaliser beaucoup plus aussi. Donc, on crée des objets qui sont plus éthiques. Qui sont pas produits en masse ailleurs et qu'on essaie de nous refourguer à tout prix sans qu'il y ait vraiment quelque chose derrière. Et voilà, après, je peux continuer longtemps à parler de tout ça, mais je pense qu'il y a des vrais enjeux. Et je citais le studio Duplex, où là, en fait, pareil, on se rend compte que avoir accès à des moyens de production de manière locale, ça permet aussi de faire pas juste un business, mais aussi de l'économie circulaire, parce qu'en fait, tout à coup, on a des déchets localement. Et en fait, pour les transformer, il faut de l'outillage ou des machines. Et en fait, ça permet de lancer un business qui, du coup, est encore plus durable. C'est pas juste on économise les trajets et le CO2. Là, en fait, on produit avec du déchet. Donc, je pense qu'il y a un enjeu capital en fait pour le futur dans tout ça. Et voilà, moi, ça me plaît d'y participer. C'est un truc qui m'anime en vrai au quotidien, parce que tu me donnais tout à l'heure ce qui m'anime et ce qui pour les prochaines années. Il y a tout. Il y a l'aventure Mechanica, mais il y a aussi le fondement un peu plus philosophique derrière tout ça, quoi. Ok. Et t'as découvert ce monde de l'open source durant les études ou déjà quand t'étais ado Ouais, moi j'ai souvent un peu bidouillé avec les logiciels. J'ai toujours été très attiré par tout ce truc-là. Et puis, en fait, on a eu une expérience... je vais refaire une énorme ellipse, là. Vas-y. Ellipse-toi. Quand on était avec Martin, pendant le studio Léonard, on a eu une expérience intéressante. On a été approché par un studio, une compagnie de théâtre, ça s'appelle Tara, qui faisait un spectacle qui s'appelait Black Clouds à l'époque, et qui touchait un peu à ces sujets-là, qui parlait de sujets un peu plus compliqués, de s'imprimer en 3D une arme. Ça parlait aussi d'open source et de savoir partager, d'internet libre. Et en fait, ils nous avaient demandé de concevoir un workshop de plusieurs heures à faire en parallèle de la pièce pour les écoles, mais aussi pour les gens qui avaient envie d'aller creuser un peu plus les sujets. Et donc c'est un peu un moment où avec Martin on s'est vraiment plongé à fond là-dedans. On a essayé d'expliquer c'est quoi l'open source, l'open manufacturing aux gens. En live, on avait une fraiseuse et une imprimante 3D qui fabriquaient un objet pendant le workshop, et à la fin on assemblait l'objet fini et on montrait un peu aux gens. Voilà, on est dans un théâtre, on vient de fabriquer un objet. Le copyright, c'est quoi qu'est-ce que ça veut dire en fait tout ça. Et je crois que c'est un moment où le fait de devoir vulgariser toutes ces choses-là, moi ça m'a aussi un peu fait tilt sur l'importance de ces mouvements-là. Et voilà. En tout cas, moi, j'ai vécu l'impact. Je reparle du coup de Petit Camping l'année dernière. C'est grâce à votre. À l'époque, elle venait de sortir la Fab, la plus grosse, c'est ça, plus grosse phase de CNC. On a pu faire découper toutes les plaques de notre scénographie, de notre main stage, grâce à ça. Utilisé même dans vos locaux. Et donc ça a évité, ça nous a vraiment permis de réaliser, tout à fait. Réaliser ça. Donc j'ai vécu l'impact aussi. C'est cool. Et l'autre élément, quand je t'entends parler, ça me marque à quel point c'est un sujet que j'ai pas du tout exploré à titre personnel. Je crois que j'ai pas mal de croyances limitantes là-dessus, que par exemple je suis pas
un bricolo, un manuel. Et une partie de moi, je me dis, j'aimerais à un moment peut-être confronter ça et le faire. Mais c'est vrai que j'ai des croyances là-dessus que c'est pas mon DEL. Et donc, je me suis jamais vraiment amusé à chipoter, à créer quelque chose. Mais alors qu'en fait, c'est hyper valorisant et hyper chouette. Nos boulots assez modernes, ils sont un peu aliénants d'une certaine manière. Et en fait, le fait de faire quelque chose, de faire un objet, de mettre une partie de toi là-dedans et de le fabriquer, ça a quelque chose d'assez fort, en fait, qu'on a un peu perdu. Et du coup, on a un peu perdu le lien avec les objets qui nous entourent, leur compréhension déjà, comment ils sont fabriqués, d'où ils viennent. On a perdu. On parle beaucoup de circuits courts avec la bouffe, mais en fait, c'est pareil avec les objets. En fait, il y a vraiment moyen de ramener ça dans le mindset des gens, qui se rappellent un peu. Voilà. Tout ce que j'utilise au quotidien, c'est des objets qui ont été fabriqués quelque part, par quelqu'un, pour une certaine raison. Pourquoi je les ai chez moi voilà. Ce serait quoi un petit challenge que tu conseillerais pour s'y mettre? Pour s'y mettre, déjà se dégager le temps pour le faire, parce que ça prend du temps. Ouais. Et potentiellement, s'il n'y a pas de place dans son appartement, aller voir un petit peu pousser la porte des Fab Labs. C'est des lieux super chouettes. Il y en a plusieurs à Bruxelles où il y a moyen d'aller bricoler. Il y a plein de gens qui sont là pour encadrer, pour accompagner et pour aider. Je peux commencer par une sous-tasse, par exemple. Oui, par exemple, un truc simple. Nous, on a des modèles de tabourets en ligne, open source. Tu les télécharges. Un petit tabouret ici pour le studio. Parfait. Trop bien. Qu'est-ce que tu retiens de cet épisode, toi, Max? Ça m'a fait... c'est un peu thérapeutique quand même, de parler de tout ça. Merci. Et non, tu donnes un chouette rythme à la conversation et ça permet de pas être trop linéaire et j'ai beaucoup apprécié parler de tout ça avec toi. Et voilà, et en fait de parler de toute cette aventure à trois... c'est marrant parce que ça me rappelle quand même à quel point moi je suis reconnaissant d'avoir pu faire tout ça, mais avec Roldan et Martin et voilà, dans toutes ces galères en fait, de se rendre compte que savoir qu'à côté de toi il y a deux personnes qui sont là dans la galère avec toi et en qui tu fais 100% confiance, c'est énorme en fait. Et donc voilà, ça c'est juste d'en parler, je me dis oui, c'est vrai qu'en fait tout ça ça aurait jamais été possible tout seul. Tu vas rentrer au bureau, leur faire un gros câlin. Voilà, je vais faire un gros bisou sur le front. Okay, il y a un adage qui dit si tu veux partir vite, non, si tu veux aller vite, pars seul, et si tu veux aller loin, pars accompagné. Waouh. Et là, finalement, ça va bien avec ce que franchement, c'est stylé. Merci beaucoup. C'était chouette. Bon, à titre personnel, comme je te disais, on se connaît, donc il y a une certaine fluidité, c'est hyper cool aussi. Je suis très content d'avoir découvert cette histoire en détail, parce qu'au final, je la connaissais vraiment pas. Je suis content que tu aies pris là la petite aparté 5 minutes d'expliquer aussi les valeurs derrière le projet. Un mot qu'on n'a pas cité, finalement, ça va contre l'enjeu d'obsolescence. Programmer aussi des machines, c'est que pourquoi en fait aussi un kit, c'est peut-être évident, mais je sais pas si on l'a dit, c'est qu'imaginons que demain aussi un utilisateur a une pièce qui casse, et comme il l'a montée, que c'est par kit, il s'est juste recommandé cette pièce, l'échanger, et donc il a vraiment une maîtrise sur ça. Les machines sont réparables à l'infini en fait. Donc merci beaucoup. Merci à toi, c'était top. Chouette. Est-ce que j'ai encore un petit... Oui. Si j'avais su que c'était le 50e, j'avais oublié. J'aurais ramené les bulles, on aurait bien un petit verre. C'est vrai que c'est le 50e épisode. T'aurais pu ramener une machine, franchement. Chaque fois, moi, j'attends des upgrades dans les cadeaux des invités. Mais je vais te fraiser une petite plaque pour les 50. Ah, waouh. Franchement, merci. Ok. Trop cool. On va faire ça. Très bien, tu vas dépasser tous les autres que j'ai reçus. J'ai reçu 2 livres et 3 pots de chocolat tartinés. Voilà, je gagne, ça c'est sûr. Trash. Non, merci beaucoup. Merci à ceux et celles qui êtes encore là à la fin de cet épisode. Un petit épisode de 2 heures, donc franchement, j'en ai fait des... C'est ok, franchement, c'est la bonne moyenne. Merci, franchement, c'est génial. Ah ouais, petit message aussi à ceux qui sont encore là. Donc, vous avez entendu, depuis quelques épisodes, j'ai aussi un sponsor. Et je vais pas spécialement vous parler de ce sponsor parce que vous l'avez déjà entendu au début. Je voulais vous dire aussi que ça me permet, moi, de aussi financer le développement du podcast. Et grâce à ça, je vais aussi essayer d'investir dans une meilleure production, une meilleure distribution. Je réfléchis peut-être pour changer de local, améliorer ma distribution sur les réseaux, faire grandir aussi le podcast. Donc, je voulais vous dire que tout ça, c'est aussi grâce à vous. Ça va faire 2 ans que le podcast existe. Je me souviens du tout premier enregistré. Du coup, là, c'est le 50e. Wow.
avec tout l'investissement en temps, en argent. Et donc là, je permets enfin de financer les coûts de production et valoriser un petit peu mon temps. Et donc là, j'hésite même à me dire, tant pis, au pire, tout ce que je gagne en plus, je le remets dans le financement de coûts de production, travailler avec des monteurs ou quoi, pour continuer à le développer. Donc voilà, si vous êtes là, que ce soit la première fois ou la 50e fois, un tout grand merci. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Donc voilà, si ça vous parle, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Ce qui m'aide aussi énormément, c'est s'il est à la fin de l'épisode, vous pouvez aller sur votre plateforme, mettre 5 étoiles, vous abonner, ça aide à la distribution. Ça me permet encore de chercher d'autres chouettes invités. J'en ai des chouettes prévus d'ailleurs. Petit leak, mais j'ai le gars de Tricount, fondateur de Tricount, que je vais interviewer aussi, app qu'on utilise tous. Hein. Qu'on utilise tous. Moi, je suis un des plus grands fans. J'adore. On se fout souvent de ma gueule dans tout ce qui est comptes et chiffres. J'ai reçu hier, d'ailleurs, pour mon anniversaire, un pote m'a offert un t-shirt, un pull de Noël Excel. Oh waouh. Ouais, donc tout vert. Là, il a bien tapé. Là. Ouais, il a bien tapé. Donc moi, Tricount, j'ai trop hâte. Donc apparemment, c'est un gars de Louvain-la-Neuve qui a créé ça dans. Ah, je savais pas. Quand il était en cote. Des galères de sur base du besoin on a tous fait, hein, voilà. Prendre la feuille, faire les règles de 3. C'est ça. Et donc tout ça aussi c'est grâce à vous, à l'audience et au soutien que vous apportez. Donc voilà. J'arrête là, un grand merci. Est-ce que tu peux me reciter l'adage? On va s'arrêter là-dessus du coup, Max. Si tu veux aller vite, pars seul, et si tu veux aller loin, pars accompagné. Magnifique. Et bien accompagné en l'occurrence. Gros bisous à tous et à dans 2 semaines. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Écoute, si ça t'a plu, abonne-toi au podcast, laisse un commentaire et des étoiles sur ta plateforme préférée. 5, ce serait vraiment génial. Ça m'aide à toucher plus de monde et à continuer à produire du contenu de qualité. Et le mieux pour moi, c'est de partager cet épisode autour de toi. C'est vraiment grâce à ça qu'on fait grandir la communauté et l'impact du podcast. Tu peux aussi me suivre et me contacter sur Instagram ou LinkedIn. J'y poste du contenu utile sur l'entrepreneuriat. Et surtout, si tu veux discuter de ton projet sans engagement, réserve un appel gratuit sur teamremy.com. Je serai ravi d'échanger avec toi. Un grand merci à Plug de Jack pour leur super studio, à Straz que tu connais depuis le premier épisode pour les jingles, et à Brian Levaux-Bodard pour le montage et le mixage. Porte-toi bien, encore merci, et à la prochaine.